Bonjour, salut, c'est dimanche comme tous les dimanches. Merci de vous savoir très nombreux devant votre petit écran pour regarder cette émission dominicale. Tout de suite et maintenant, voici le sommaire de cette édition. Fecafoot, élection ou pas élection, à 24 heures du scrutin, devant conduire Tombi Aroko à la tête de la Fédé, deux barrières se dressent à nouveau. Elle s'appelle Abdourahmane Emebandé. Cette dernière a d'ailleurs fait annuler les élections dans la région de l'Est du Cameroun par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Pour le premier cas, Abdourahmane a vu son affaire renvoyée au 1er octobre par le TAS. Dans tous les cas, et jusqu'ici, Tombi Aroko pourrait compétir face à Atta Robert, l'un étant d'ailleurs proche de l'autre. Les autres candidats, quant à eux, ont désisté ou alors ont été conduits pour liste incomplète ou manque de pièces. À ce stade du feuilleton Fecafoot, les analystes se demandent s'il y aura élection ou pas. Les mêmes analyses invitent aussi à constater qui est le premier adjoint de Tombi Aroko en cas d'élection, au cas où le tribunal criminel spécial en viendrait à s'intéresser davantage à la Fecafoot suite aux affaires du mondial brésilien. Entre le football et la jeunesse, un seul pas à franchir. Comme le foot est en eau trouble, il y a comme une secousse on ne peut plus grave au sein du Conseil national de la jeunesse. Une session extraordinaire visant la destitution du président Afessim Bafor a été jugée illégale et illégitime par le ministre Pierre Ismaël Bidumpat de la jeunesse. Les protestataires n'ont qu'à se taire, eux qui reprochent à leur président d'être à la solde du gouvernement, des gestions financières calamiteuses et des fonctionnements aristocratiques. En offre d'ailleurs, il vous explique qu'en plus, les problèmes du Conseil national de la jeunesse ont commencé le jour du congrès quand les membres du RDPC sont venus assister à l'élection. Encore d'eux, on apprend que les problèmes du Conseil national de la jeunesse sont devenus ceux du pouvoir. Et si l'on questionnait donc leur mauvaise foi. Boko Haram, déjà 10 attaques sur le sol camerounais. La recrudescence est préoccupante quand l'on parle d'une deuxième phase de la menace asymétrique. Sur le front de la guerre conventionnelle, le Cameroun est plus que debout, le dispositif est sans reproche. Cependant, la nouvelle impression est qu'il y a des cellules dormantes quelque part, et ce qui pourrait confirmer des ramifications internes que le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kava Yege Djibril, n'a cesse de dénoncer. Mais au fait, pourquoi sa piste n'a-t-elle jamais été explorée? Et là-dessus, il est devenu urgent de ne plus attendre. Qu'en pensez-vous? Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit, Ghislain, Pierre et Sono. On reçoit à présent nos différents panélistes. On accueille Christian Balamekongo. Christian, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tout le plateau, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Canal Presse. Merci pour l'invitation. Un immeuble de 4 étages qui s'effondre à Douala. Comment comprendre une telle catastrophe? Disons, Bouba, cette catastrophe, ou du moins ce type de phénomène devient de plus en plus récurrent. Et ça pose aussi un problème au niveau de la qualité, ou du moins du libertinage qu'on peut observer au niveau de la délivrance des permis de bâtir. Ça peut aussi poser un problème au niveau de la qualité, du moins des importations, du type de matériaux dévolus à nos constructions. Lorsqu'on sait, par exemple dans le cas d'espèce, pour ce qui s'est passé, du moins dans le quartier Nkomondo du côté de Douala, que nous sommes dans une zone du moins réputée humide et où on a besoin d'un type de construction adapté à un environnement climatique précis et qu'on se retrouve comme ça en train d'exposer la vie de nombreuses populations. Je pense que plus que jamais, les autorités, ou du moins l'ensemble des autorités concernées dans ce pipe-là, se doivent plus que jamais de se montrer plus sérieux du moins dans tout ce dispositif, parce que déjà, ça pose un problème au niveau de l'urbanisation. Parce que nous avons des quartiers aujourd'hui qui sont de moins en moins tracés, de moins en moins lotis. On peut se permettre de bâtir n'importe où, n'importe comment.
et exposer comme ça la vie des populations. Aujourd'hui, ces Douala, quartier de Commando, il n'y a pas très longtemps, on a observé aussi du côté de Nkolnogo, mais cette fois-là, on a enregistré des pertes en vies humaines. Donc pour le compte de Douala, on peut se satisfaire, on peut se réjouir de ceux qui ont eu de pertes en vies humaines, mais je crois que les autorités, l'ensemble des autorités doivent se montrer plus sérieux, plus consciencieux dans la délivrance des permis de bâtir. De mon point de vue, je pense que c'est peut-être aussi là la grande leçon à tirer. Donc, problème de l'urbanisation qui doit se poser, beaucoup plus de sérieux au niveau de la délivrance des permis de bâtir, mais aussi également beaucoup plus de sérieux au niveau du moins de la qualité des importations du type de matériaux que l'on est appelé à du moins admettre chez nous, sur nos marchés, pour la construction de nos bâtiments. Jean-Baptiste Vieillet, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs du canal de l'International. Merci de m'avoir invité. Avec vous, on vous accueille avec ce drame survenu du côté de la Mecque. On parle d'environ 700 personnes décédées, plus de 800 blessés. Sur les 700, environ une cinquantaine de Camerounais ont trouvé la mort. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? D'abord, je voudrais avoir une compassion émue pour l'ensemble de ceux qui ont péri dans ce drame, et en particulier les Camerounais. Comme vous le savez très bien, il y avait 4000 Camerounais qui ont assisté à la Mecque, à ce Hajj-là, et selon des informations officielles venues du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, président de la commission nationale du Hajj, le dernier bilan fait côté camerounais 21 morts et 77 disparus. Au départ, il y avait près de 200 qui avaient disparu, 123 ont été retrouvés, et en ce moment précis, on annonce 77 personnes. J'avoue que il faut féliciter, peut-être une fois n'est pas coutume, le gouvernement dans son souci permanent de communiquer, même si il reste vrai que cette communication-là est encore liquéfiée et qu'il nécessite, beaucoup de familles sont encore à la recherche de leurs proches. Je pense que Monsieur le ministre de l'administration territoriale a indiqué qu'au courant de la semaine notamment, le ministre de la communication devrait encore faire une sortie médiatique pour donner d'amples précisions. Mais j'avoue que cet incident-là, ce drame, est intervenu de manière anecdotique, pour ainsi dire, parce que les gens étaient en train de lapider une stèle. C'est comme ça que ça s'est passé. Une stèle, soit dit-on, était considérée comme le Satan, n'est-ce pas, qui était à côté d'Allah. Donc vous voyez, dans les circonstances, on dénombre aujourd'hui près de 800 blessés, mais il faut critiquer également les autorités saoudiennes qui n'ont pas donné toujours de garanties nécessaires à près de 2 millions de personnes qui arrivent dans leur pays pour pouvoir garantir, je l'ai dit, la sécurité de tout ce beau monde-là. Je pense que l'Arabie saoudite a un pan de reproche à se faire lorsque vous organisez un événement comme celui-là et que des gens vous viennent de par le monde entier. Le premier défi est celui sécuritaire. Je pense que ça fait très mal de comprendre que des personnes sont décédées au nom de Dieu. Merci Jean-Baptiste pour votre première intervention. Georges-Alain Boyomo, bonjour. Bonjour Bouba, permettez-moi de dire également bonjour aux téléspectateurs, du moins ceux qui parviennent encore à voir la télévision du côté de Kirawa, du côté de Kolofata, du côté de Maroua, du côté de Mora. Je leur adresse un bonjour cordial. Rédacteur en chef du quotidien Mutation, par ailleurs président du Club Po, on va dire ici, qui était en activité cette semaine, deuxième expérience avec le professeur Maurice Kamto. Tout à fait, et je pense que cette deuxième édition n'a pas trahi les espoirs, n'a pas déçu les espérances. Nous avons fait une deuxième édition qui a permis à l'opinion de savoir ce que le MRC pense au sujet de différentes problématiques qui agitent l'actualité. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons une troisième édition qui est prévue, si rien ne change, le 3 octobre, c'est-à-dire samedi prochain du côté de Banganté. Et l'invité, c'est Célestine Ketcha-Koutes qui a confirmé jusqu'au moment où j'entrais dans ce studio qu'elle sera bien la troisième invitée du club politique.
Et je signale à ceux qui nous font déjà le procès en sorcellerie qu'on ne prend que des membres de l'opposition, que Mme Coutès est bien du RDPC et que vendredi, nous avons déposé une invitation au président national du RDPC. Nous avons déposé cette invitation à la présidence de la République. Donc nous espérons que le président national du RDPC, qui est en même temps le président de la République, nous fera l'honneur d'être l'invité, peut-être la 4e édition. Nous avons également déposé une correspondance auprès du secrétaire général du comité central du RDPC, M. Nkwete. Donc, manifestement, le mois d'octobre devrait être le mois du RDPC. Et c'est également une manière pour moi de prendre l'opinion à témoin pour que demain on ne dise pas qu'on n'a que pris des membres de l'opposition, parce que le premier invité c'était bien John Fundi, leader de l'opposition. Le deuxième, Maurice Kamto, qui est considéré comme le leader de l'opposition émergente. Et je signale, je m'en voudrais de ne pas signaler que nous avons également la latitude de prendre des personnes du monde diplomatique, des représentants du monde diplomatique et même des présidents étrangers, parce que s'il s'agit bien de la politique nationale et internationale au niveau du club, nous avons créé un pool qui va essayer de prospecter. Donc ne soyez pas surpris, Boubacar, de ces jours on se retrouve en Côte d'Ivoire en train d'interviewer Ouattara, ou en Guinée équatoriale en train d'interviewer le président Teodoro Obiangema. En tout cas, n'étant pas membre du comité central du RDPC, je peux vous garantir que si le président n'est pas là, son représentant viendra à la 3e édition. On l'espère. Souley Onoyolo, bonjour, bienvenue. Bonjour, Bangomna. J'en ris, je ris de ce que vous venez de dire, parce que je souhaite voir vivement M. Bia ou bien Jean Koueté au Club Po. Mais en réalité, je ris parce que en réalité, je ne devais pas rire. Je ne devais pas rire. Ok, pourquoi vous ne devez pas rire, Souley? Parce que je vis une situation extraordinaire avec AS Sonel et Néo. Après la police, c'est maintenant AS Sonel et Néo. Mais les délestages sont finis, non? Non, ils sont dans un processus de rationnement de l'énergie électrique. Et c'est extrêmement grave. J'ai failli ne pas venir à votre émission ce matin parce que depuis que vous m'avez adressé l'invitation, Boubangomna, j'avais ciblé dans ma penderie une grande gandoura et il suffisait seulement de poser le fer dessus. Malheureusement, il n'y a pas d'énergie électrique. J'ai attendu vendredi, samedi, il n'y avait rien. Jusqu'à ce matin, j'ai failli être en retard. Et comment vous avez fait pour arriver ici? Je suis allé bousculer ma nièce, Bassa la Nicaise, qui a un prêt-à-porter à Loncac. Et j'ai instamment dit que je voulais qu'elle ouvre le dimanche son prêt-à-porter pour me trouver costume, chemise et cravate à ma taille. Et elle a dû hésiter, mais grâce, n'est-ce pas, à la compréhension de son mari, Julien Bassala, que je salue d'ailleurs, on m'a trouvé costume et cravate et même chemise à ma taille. Voilà comment je suis arrivé ici. Mais le dramatique, ce n'est pas là, ce n'est pas seulement ça, Bouba. Jeudi, en tuant le mouton, j'avais réservé un gigot pour les retardataires. Boyomo était invité pour aujourd'hui. Mais l'absence de froid, de congélation a pourri, a fait que le gigot soit pourri. Et aujourd'hui, à cause encore de AS Sonel et Néo, je ne peux pas recevoir ces amis retardataires, la Tabaski, le drôle, et c'est là l'épilogue de mon mélodrame. Permettez, parce que c'est extrêmement sérieux. Le drôle et l'épilogue de mon mélodrame, c'est que quand j'allais forcer le prêt-à-porter de ma nièce, j'ai ressenti un signalement de SMS dans mon portable. Vous savez ce qu'ils disent? Et nous dit, la date limite de paiement de votre quittance, c'est le 28. Donc demain, je dois absolument payer. Et s'il vous plaît, en 3 semaines, j'ai reçu successivement 3 quittances d'AS Sonel et NIO, 17 000, 15 000, 20 000. Jusqu'aujourd'hui, Bouba, ça paraît risible, mais c'est comme ça que les indignations et les rébellions commencent. On ne connaît pas comment AS Sonel et Néo calculent, relèvent les indices et vous balancent des quittances. Vous savez, vous êtes obligé de payer. Si vous ne payez pas, avis de coupure, mais il faut vraiment. C'est drôle, ça fait rire, mais nous allons arrêter de mourir la mort du serpent, sans parler, on souffre. Okay. Il faudrait que AS Sonel et Enio nous donnent l'énergie. Ils ne peuvent pas passer le temps à nous suspendre de l'énergie électrique
de nous donner des quittances aux sommes exorbitantes. On vous a compris. 2 ou 3 jours après, ils vous coupent l'énergie, ils vous balancent des quittances qui ne veulent rien dire. Au Bangomna, il y a ASONEL, il y a les entreprises de téléphonie mobile qui, dans leur bagarre sur les G, aujourd'hui, 4e G, 5e G. Non, mais je suis en colère, monsieur Bouba. Permettez, j'ai dit que j'ai rien pour Boyomo, mais je suis très en colère et je suis chagriné qu'on continue, que l'État du Cameroun continue à voir comment nous n'avons pas d'argent, nous souffrons dur. Peut-être que vous émargez à la fortune publique et vous avez de quoi construire les plaques solaires pour avoir l'énergie électrique. Nous, ceux de ma tribu qui n'avons rien, franchement, on trime au quotidien pour avoir cela et on ne peut pas, quand bien même on a cela, on nous fait payer de l'énergie électrique à des prix exorbitants, cette énergie même électrique qu'on n'a pas. Et Dieu seul sait ce qui arrive à ce que nous avons comme appareil électroménager et téléviseur. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Merci Souley. Je voudrais, avec votre permission, dire que Souley n'aura pas quand même d'excuses. Le gigot, il faut toujours le maintenir et nous vendions manger, malgré le fait que... gare à vous, si vous avez des gastro-entérites. Il est là. Excuse comme ça là, que notre gigot parte. Jean-Baptiste Biaye, vraiment c'est dommage. C'est dommage, Bouba, que ce gigot, vous étiez ici invité, c'est dommage que sa dernière demeure soit la poubelle, alors que je croyais que sa dernière demeure devait être les ventes de mes amis. Alors, si c'était une excuse, je crois que c'est une belle excuse. Là, ça va, on va peut-être remettre ça pour l'année prochaine. 5e et dernier invité, le professeur Charlemagne Messanga Yamdi, qui fait sa rentrée, on va dire médiatique et même politique aussi, après 2 mois d'absence. Professeur, bonjour, bienvenue. Merci Bouba. Vous savez, un homme politique va se ressourcer. J'ai pour tradition de me retirer à un moment donné pour travailler, pour voir ce qui se passe ailleurs. Membre titulaire du comité central d'Ési, c'est cela. Démocratique du peuple camerounais. Vous avez fait un périple partout, l'Allemagne. Allemagne, le sud de la France, Paris, Lausanne, Genève et surtout Lyon. D'ailleurs, je voudrais saluer ces compatriotes de la diaspora, parce que aussi j'ai eu le modeste honneur d'assister à l'université d'été du Parti Socialiste, où j'ai été convié par M. Cambadelis, Jean-Christophe, qui est le premier secrétaire. Ouais, tout ça est bien. Vous savez, à un moment donné, il faut prendre du recul, il faut mener des réflexions et mettre cette réflexion au service de l'État, mais surtout aussi au service de mon parti. Parce que vous savez, certains ont pour habitude ici chez nous de croire que c'est la durée à un poste qui fait l'expérience, mais non. Nous sommes à l'aune de la mondialisation. Il faut des hommes politiques modernes, ouverts, capables de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Je vous accueille avec justement ailleurs, le Burkina Faso, où le président de transition et son premier ministre ont été rétablis dans leurs fonctions. À regarder de près ce qui se passe au Burkina Faso, est-ce qu'on peut être en même de s'interroger, poser la question de savoir, par exemple, est-ce que le Burkina Faso nous parle? Oui, bien entendu. Il faut reproblématiser la gouvernance en Afrique. Pour parler plus simplement, le rapport entre gouvernants et gouvernés. Vous savez ce qui se passe au Burkina, je l'ai dit d'ailleurs à un ami, parce qu'effectivement j'étais en tournée. J'étais avec l'adjoint au maire de M. Juppé, M. Gaëtan Dikam, on s'est retrouvé à Cap-Ferré, lorsqu'on nous a appris que ça bougeait au Burkina Faso. Alors, ce que je crois, d'abord, n'oubliez pas que nous avons connu aussi ce type de drame au Cameroun, le 6 avril 1984, où effectivement les armées ne sont pas toujours républicaines. Et bien, ceux qui sont mis en place pour garder les chefs d'État se constituent beaucoup plus en partisans qu'en citoyens républicains. Ils sont généralement plus armés que l'armée. Malheureusement. Et là aussi, et je vais terminer, je ne vais pas être long, il faut questionner le rapport entre gouvernants et gouvernés. Voilà des gens qui aspirent au pouvoir, comme c'est le cas avec une certaine opposition au Burkina, qui frustrent aussi une partie de la population. Regardez, moi je suis membre du comité central du parti, vous l'avez dit, je suis membre du RDPC. Mais si demain le RDPC n'était plus au pouvoir, ce serait quand même choquant de voir que tous les militants ou des personnes ayant été proches du RDPC soient inéligibles. Ça pose problème. C'est pourquoi je parle de rapport gouvernant-gouverné.
On pouvait à la rigueur dire, d'ailleurs, conformément à l'article, je crois, 33 ou 35 de la CADEC, la Charte africaine sur la gouvernance et les élections, qui stipule effectivement que tout changement de constitution brutale et puis tout ce qui court à l'anticonstitutionnalité et qui remet en cause la République, ces citoyens doivent être sanctionnés. Ça se trouve dans la charte. Ça veut dire qu'on aurait pu désigner quelques personnes ayant incité à la violence sous M. Compaoré, ayant incité à la violence, il faut le dire, ou alors au coup d'État. Mais on dit tout le monde. Et là, je crois qu'il fallait apporter un ajustement. Et je termine en disant que ça, c'est pour les gouvernés, ceux qui aspirent à arriver au pouvoir. Par contre, les gouvernants, je pense que le Burkina nous parle lorsque vous voyez qu'on est de plus en plus dans un pays comme le Cameroun, où certains sont vraiment convaincus qu'on peut tout changer à partir des décrets, des arrêtés, des lois et des décisions. Alors, il faut tenir compte de la sensibilité populaire. Un pays ne peut pas se construire seulement avec des décrets, mais avec des hommes et des femmes ayant des idées et qui veulent effectivement que leurs problèmes soient pris en compte. J'en profite pour vous dire, et je suis là-dessus, lorsque j'étais avec ses amis à l'étranger, d'ailleurs ceux qui peuvent consulter ma page Facebook verront que j'ai pour ce fait bien précis condamné l'arrestation de M. Bikoko. On ne peut pas comprendre, d'ailleurs mon livre, je le dis, M. Biya, qui est président de la République, passe son temps à construire ce Cameroun avec des valeurs démocratiques. Rappelez-vous cette conversation avec Mourouzi. Je voudrais être celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun en 91 RMC. Et vous avez des gens qui prennent des syndicalistes parce qu'ils ne veulent pas que on discute sur une table d'une question d'alternance. Merci. Or, s'il y a problème, merci. Je vous promets, je suis bien. Non, je suis vraiment là-dessus. S'il y a eu problème, je pense qu'il y a eu problème. Ça intéresse beaucoup les Camerounais, ce que je dis. Je pense qu'il y a eu problème parce que les partis au pouvoir en Afrique ne préparent pas des hommes capables de faire face à des débats. Alors du coup, quand on parle d'une tendance à l'alternance, on est paniqué et on fait croire qu'il s'agit du départ de M. Biya. Alors, triple chute du professeur, je crois, cette fois est la bonne. Tout de suite, maintenant, on prend la revue de presse. C'est avec Debo Harley Andébé. Présenté aux yeux du monde comme étant le héros des attentats kamikazes de Moura, grâce au flair de l'inspecteur de police principal Eli Lade qui a repéré et interpellé les suspects, Cameroun Tribune dresse donc le portrait de ce vaillant policier qui a payé de sa vie et épargné plusieurs de ses compatriotes, la cible des attaques terroristes le jour du marché. Sur les méthodes de Boko Haram, c'est Rouge Hot News. Où sont passés la CPI, Human Rights Watch et Amnesty International? Lorsqu'il s'agit des pays africains, ces organisations non gouvernementales de l'Occident font le petit groupé. Boko Haram ne baisse pas les bras au lendemain de l'attentat de Moura. 2 autres kamikazes sont revenus à la charge, mais heureusement repoussés par les populations de Gouzoudou, qui parlent également du Conseil national de la jeunesse avec 2 présidents. Dans ce conflit, relève notre confrère, il y a le jeu trouble du ministre de la jeunesse, pris en flagrant délit de manipulation, déclare illégal l'Assemblée générale extraordinaire ayant destitué le président du Conseil national de la jeunesse. Également de ce numéro de mutation, la sortie de Maurice Kamto à travers cette interrogation. De quoi a-t-il peur, Paul Biya, estimant que le chef de l'État est super protégé alors qu'il dit être le père de la nation? Docteur Olivier Billé lui propose 6 solutions de sortie de la crise sécuritaire. Particularité sur le rajeunissement d'équipes gouvernementales. Le président de l'UFP 2 jours plus tôt au journal au soir sensibilisait les Camerounais sur le péril sécuritaire lors de sa rentrée politique à Yaoundé, c'était mardi 22 septembre. Ce jour en effet, Maurice Kamto réagissait à l'interpellation de Jean-Marc Bikoko et d'autres participants à la conférence Tournons la page. Les Camerounais sont fatigués des pratiques archaïques, s'indignait l'homme politique. Une enquête montée par le quotidien Bleu sur le mode de recrutement dans les sociétés d'État, clientélisme et corruption à la manœuvre. Inutile de postuler si vous n'êtes pas fils de quelqu'un. Les mastodontes d'État n'engagent pas le tout venant, sauf à des rares exceptions. Allons donc voir comment se portent ces sociétés d'État à repère. Mode de fonctionnement, la malgouvernance. Véritable vache à lait, certaines ont sombré dans une faillite programmée, d'autres ont été maintenues sous perfusion pour un résultat à somme nulle. Repère rapportait déjà que l'endettement du Cameroun inquiétait le Fonds monétaire international. La mission de cette institution de Bretton Woods qui a finalement passé un savon au gouvernement selon le quotidien de l'économie, savon sur la qualité de la dette, l'immaturité des projets, la rectification de la loi des finances 2015.
Réaction au quotidien de La Valeur, ajoutée du ministre délégué aux Finances, Titi Pierre. Et malgré ce savon passé au Cameroun par le FMI, le gouvernement peut néanmoins se réjouir d'avoir réalisé ou presque 3 projets structurants clairement identifiés par le financier d'Afrique: la mise en eau partielle de Lompangar, l'attribution de la concession du port de Kribi au Gouboloré, la construction à 70% du barrage de Mvele. On peut dire avec le journal de Boniface Chouenkam que les grandes réalisations se concrétisent, même si beaucoup reste à faire, comme dans le domaine de la santé, où il y aurait des produits périmés dans les kits d'accouchement. Pour notre santé, ces produits concernent 2 médicaments utilisés en prévention des méthodes de la vue et des oreilles des nourrissons. Parlons salaire des maires et des délégués du gouvernement. De son dit qu'au lieu de 400 000 francs, les délégués du gouvernement s'en tirent plutôt avec 840 000 francs CFA et les maires avec 590 000. Une nouvelle discrimination en croix diapason. Ce fut déjà le cas entre les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. Un adjudant de gendarmerie touchant pratiquement le double du salaire d'un sous-préfet. Émergence essaie d'ailleurs de démontrer, au-delà du salaire des maires, comment ceux-ci s'auto-attribuent les marchés publics. Au mépris de la loi, la pratique se généralise. Sur le détournement des primes des soldats, une réflexion d'émergence. Comment définir l'échelle des responsabilités après un mouvement d'humeur inédit de 200 soldats? Les plaintes se poursuivent quant aux malversations des primes et autres avantages des militaires de rang. Y a-t-il encore un chef aux commandes? Et on pourrait répondre par oui, puisque un est sorti de sa réserve pour dire sa colère. Jean-Baptiste Bokam ne veut plus entendre que les forces de défense ont fait grève pour de l'argent. Déclaration musclée comme cette bousculade musclée à la Mecque qui fait 717 morts et 805 blessés le jour de la Tabaski. 7 Camerounais ont péri dans cet accident, relève le jour, bilan encore provisoire. Elle n'est pas provisoire mais plutôt définitive. La liste des candidats pour l'élection à la FECAFOOT, Tombi Aroko Sidiki et Atta Robet, ils sont 2 à concourir pour le poste de président à la FECAFOOT ce lundi 28 septembre 2015. À dimanche, s'il plaît à Dieu. Voilà, retour sur ce plateau pour amorcer la première thématique consacrée à ce débat qui parle de la jeunesse. Nous sommes au Cameroun. La jeunesse est-elle prête pour la relève? On a suivi avec beaucoup de pincement au cœur une espèce de passe d'armes au Conseil national de la jeunesse. La crise qui secoue ce Conseil national de la jeunesse depuis quelques jours. Alors, moi, je vous pose la question, tout de go comme ça, à vous, Jean-Baptiste Biaye. Comment comprendre le bicéphalisme au sein du Conseil national de la jeunesse? D'abord, il faut dire que nous sommes dimanche aujourd'hui. Il n'y a plus de bicéphalisme à la tête du Conseil national de la jeunesse, étant entendu que monsieur le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, monsieur Bidon-Pat, a annulé l'Assemblée générale extraordinaire qui était tenue le 19 dernier et qui a exclu, je reprends là les expressions qui étaient contenues dans les résolutions, qui a exclu, n'est-ce pas, M. Afessi Mbafo de la présidence de cette affaire. Alors, M. le ministre de la Jeunesse a pris d'abord un communiqué dans un premier temps pour annuler les décisions de cette assemblée et dans un deuxième temps, il a signé une décision, parce que sur le plan juridique, vous savez très bien que c'est vous qui connaissez mieux ces choses-là. D'ailleurs, le professeur sur le plateau, il connaît mieux encore ces choses-là. On ne rend pas une décision exécutoire simplement par un communiqué, mais motivé par une décision. Donc, il y a à la fois un communiqué qui avait un caractère informationnel de l'annulation de cette assemblée, et maintenant, sur le plan du droit, il y a eu la décision qui confirmait cette annulation qui est tombée le 23 dernier. Donc il n'y a plus de bicéphalisme. Monsieur Mbafo reste et demeure jusqu'à nouvel avis président du Conseil national de la jeunesse. Alors, Christian Mbala-Mekongo, revenons un peu sur la pomme de discorde. L'on parle d'une affaire de 30 millions de francs CFA qui divise, on va dire, les amis d'hier. Les accusations sont portées contre au sein d'un organe qui a suscité, dans un premier temps, beaucoup d'espoir au sein de la jeunesse et qu'on en arrive là. Naturellement, c'est-à-dire on est
assez, je serais tenté de dire assez amertumé d'être confronté à une telle situation, parce que là aussi, au-delà du caractère conflictuel apparent, ça pose aussi un problème au niveau du vice, parce que là, on parle d'un délit supposé, 30 millions de francs, mais il faut remonter à la genèse, Bouba, parce que le Conseil national de jeunesse, de mon point de vue, a un peu mal de sa naissance, parce que c'est à la suite, effectivement, des émeutes de février 2008 qu'on a pensé mettre en place un organe représentatif de l'expression de la jeunesse. Donc il y a eu d'abord le passage de M. Abdul Razak avec du moins le bilan qui était le sien. Ensuite également, il y a eu du moins ce renouvellement qui, déjà dès le départ, n'a pas fait véritablement consensus. Donc de mon point de vue, nous sommes tout simplement là dans les méandres d'une mauvaise naissance. Donc, n'étant peut-être pas aux confins, parce que moi, de mon point de vue, c'est le modèle ici aussi qu'il faut repenser, le modèle du Conseil national de la jeunesse. Parce que si le Conseil national de la jeunesse doit être l'expression de la volonté de toutes les associations des jeunes qui travaillent effectivement sur le terrain, il faille d'abord bien les identifier, circonscrire, définir effectivement leur mode operandi et maintenant faire asseoir une macrostructure qui soit véritablement l'expression. Parce que le nœud gordien, au-delà de la somme, c'est qu'il y a un problème aussi de légitimité quelque part, parce que le ministre aujourd'hui de la jeunesse qui prend une décision, de mon point de vue, c'est bien, parce que ça peut faire taire les querelles, ça peut ramener une certaine sérénité, mais est-ce que ça résout le problème de fond? Je n'en ai pas trop le sentiment. Donc, de mon point de vue, j'espère tout simplement que le moment venu, on va essayer de reconvoquer effectivement tous les arcanes liés à la constitution de cette entité-là pour davantage mieux reformuler cet état de choses, parce que on ne peut pas aujourd'hui, au vu du point de vue grégaire, comprendre que le Conseil national de la jeunesse se trouve dans une telle situation aussi abyssale et percevoir cela comme étant le meilleur indicateur de la représentativité des jeunes. Je ne le pense pas. Donc, je crois que du moins, il faille encore davantage mieux repenser cela, mieux reformuler et essayer de mettre sur pied une structure véritablement autonome et véritablement moins manipulée, moins inféodée, beaucoup plus. Parce que je pense que c'est beaucoup plus à ce niveau que se sauve le problème. Georges Alain Boyemon, des jeunes qui s'étripent au lieu de travailler, n'est-ce pas là une mauvaise image du fer de lance de la nation? J'aurais pu ne plus parler à la chute de Mbalama Congo parce que j'estime qu'il a gratté où ça démange. J'aime bien le grand frère Biaye qui affiche une espèce d'angélisme lorsqu'il faut parler des textes. Parce que, et ça c'est très bien parce que il faut toujours se référer aux textes. Sauf que il faut aller au-delà du vernis des textes. D'accord, M. Bidoum a rétabli M. Mbafor dans ses fonctions. Après la crise qui continue, il faut bien le dire, il faut bien dire que les deux factions restent sur le pied de guerre. Je ne suis pas partisan de ces gens, de ces médecins qui, au lieu de bien apprécier la montée de la température, cassent plutôt le thermomètre espérant que la fièvre va baisser. La fièvre est présente au sein de ce conseil. Il y a effectivement un problème de fond qui est peut-être congénital comme Mbalama Congo l'a dit, mais qui est davantage lié à la manipulation, à l'inféodation, à l'infiltration d'un certain nombre de fonctionnaires, notamment du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. À la place du ministre, avant de signer toute cette paperasse-là, j'aurais reçu les deux factions pour savoir ce qui se passe exactement. Je n'aurais pas mandaté des gens parce que j'estime que la raison d'être du ministère dont il préside aux destinées, c'est la jeunesse. Et lorsque le Conseil national de la jeunesse qui cristallise beaucoup d'espoir à ce type de problème, je pense qu'il faut recevoir les principaux protagonistes. Ce qui, à ma connaissance, n'a pas été fait jusque-là. On continue à manipuler l'opinion avec des communiqués, des textes. Il faut aller au fond des choses. Et le fond des choses, c'est qu'on a créé ce conseil comme un alibi, juste quelque chose qu'on balance comme ça, la poudre aux yeux, un paravent pour dire aux jeunes que bon, on pense à vous. On a vu cela au Sénégal, on a vu cela en Côte d'Ivoire, on a voulu transposer ça ici, mais comme d'habitude, on transpose mal. C'est-à-dire, on copie ce qui est bien, mais on transpose mal. C'est-à-dire qu'on vide de sa substance des structures qui ont leur raison d'être, mais dans leur fonctionnement, on sent bien que c'est des coquilles vides, c'est des... Comme les politiciens disent, c'est des ectoplasmes. Alors, professeur Charles Messanga Yamdi, Jean-Baptiste Biaye avait un arsenal de textes là. Alors, vous, comment appréciez-vous l'intervention du ministre de la Jeunesse dans la gestion de ce conflit? D'abord, moi, je pense qu'il faut voir cette affaire sur le fond et sur la forme. Et vous allez voir que la réponse n'est pas difficile à comprendre. Le fond et la réforme reposent sur trois déterminants. Le premier déterminant est qu'il y a eu une assemblée. Cette assemblée, est-ce qu'elle était légale? Et sur le fond,
J'ai beaucoup de jeunes qui sont venus me voir parce que je voudrais vous rappeler que je suis entré au RDPC à 20 ans. J'ai été président des associations de jeunes en France. J'avais 20 ans, 19 ans. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout jeune. Je suis d'accord avec tout le monde là-dessus. Et je pense que lorsqu'ils convoquent cette assemblée, ces jeunes sont venus me dire qu'il y avait à l'assemblée le représentant du ministre. Vous savez, le ministre Bitumpat, c'est un grand compagnon politique, il est de mon parti. Mais je pense qu'on peut s'interroger de ce que son représentant y était. Et là aussi, il faut parfois remettre les pendules à l'heure. Voyez voir dans quelle république nous sommes, voilà, avec tous les représentants. Et j'ai entendu, je dis bien j'ai entendu, de mes oreilles, là moi-même, le président en exercice légitimait avant le début de l'Assemblée cette réunion, dire qu'elle était conforme. Je crois que les médias ont encore cette bande et personne ne peut le nier. Alors, vous voyez que sur ce premier point, venir comme ça, dire non, c'est illégal, ça ressemble un peu à la République des Oiseaux, vous voyez? C'est-à-dire que des gens qui ne tiennent plus compte des sensibilités populaires et de ce qu'on peut attendre des gens qui prennent la décision. Vous savez, Bouba, lorsque vous êtes au pouvoir, vous êtes crédible parce que vous jouissez d'un décret, mais les actes que vous posez, vous jugent et vous suivent. Je pense que pour moi, tel que les choses étaient faites, du moins le motif de l'annulation n'est pas valable. Parce que je vous dis, il y avait le représentant du ministre des Sports, le président et tout le monde était d'accord et c'était conforme au regard même des dires du président sortant. On parle de faux, usage de faux. Oui, bon, alors c'est là où j'arrive sur le deuxième déterminant. Le deuxième déterminant maintenant, c'est le fond. C'est le fond. Je pense que la culture de destitution n'est pas bonne. On peut convoquer une assemblée extraordinaire, on parle de faux usage de faux, on parle même d'arnaque auprès des ONG, il y a des incriminations, et puis parmi ces incriminations, j'ai particulièrement été attentif à une d'elles, c'est l'absence de tenue d'une assemblée générale ordinaire. Ben moi je pense que les jeunes quand même doivent aussi comprendre qu'ils convoquent une assemblée extraordinaire, mais pour mettre le président à l'ordre, pourquoi le destituer? Vous voyez, je commence par dire que l'acte était légal, parce que je suis toujours un homme, moi je fais la politique autrement, je suis un homme juste, je vais toujours être juste et crédible. Mais au fond, les jeunes aussi, dans leur contenu, on a estimé effectivement qu'il pouvait y avoir embrasement, parce que quand on commence à destituer, même légalement ou légitimement, un président d'une institution comme celle-là, bon, jusqu'où ça va s'arrêter. Et puis, dernier point, je vais terminer là-dessus, puisque c'était le troisième déterminant, je crois que les jeunes nous font honte. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui, c'est plus ce modèle qu'on attendait. Vous savez que le précédent conseil, j'en ai des preuves, a géré à peu près 400 millions de francs CFA en dotation. Aujourd'hui, on nous parle de 30 millions, on nous parle de ci. Moi, je crois qu'il faut ressaisir cette jeunesse parce que pour moi, si on arrive à une telle situation, c'est parce que tout simplement, cette jeunesse a besoin d'un modèle. Donc je dis, parce qu'il y a aujourd'hui une absence de modèle, il y a cette absence de modèle qui influence et qui déstabilise la jeunesse, qui est vulnérable dans la prostitution, dans l'alcoolisme, dans le mensonge, dans le vol. Moi, je dis, il faut faire attention. Ce qui se passe là est davantage la preuve que notre jeunesse a besoin d'un modèle pour se transformer. Alors, Souley, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les jeunes qui accèdent, par exemple, au cercle de décision ont des capacités intellectuelles et même voire morales pour pouvoir relever les défis qui les interpellent? Boubangomna, professeur Messanga Nyamding, je vais décrisper un peu l'atmosphère, parce puisqu'on parle de la jeunesse, je voudrais penser à une jeune fille, elle s'appelle Tamba Onoyolo Viviane Asmao. C'est votre fille, je suppose? Elle a exactement 8 ans aujourd'hui. Votre fille? Et je voudrais que vous joigniez votre voix à la mienne pour lui dire joyeux anniversaire. C'est pas une émission de joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Soyez sérieux pour une fois. Je suis très sérieux. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis très sérieux parce que j'ai fait les économies pendant 3 mois pour lui offrir un gâteau. Elle ne l'aura pas parce que je dois payer à Essonel demain. Sinon, ils vont me couper. Et nous avons discuté. Il fallait faire un choix. Son gâteau d'anniversaire ou l'électricité. Sinon,
c'est les rentrées scolaires, il n'y aura pas D'accord, d'électricité. vous avez sacrifié. Joyeux anniversaire Merci, Soulé. Maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais commencer par dire, pendant qu'on parle du Conseil national de la jeunesse, il faut aller aux sources de sa création. Nous sommes, je crois, nous sommes sortis des émeutes de février 2008. C'est allé dans tous les sens. M. Biya, en prenant la parole, dit quand même quelque chose qu'avons-nous fait pour ménager cette jeunesse, pour ménager ces populations. Les gens vont dans tous les sens et ils créent le Conseil national de la jeunesse de l'État et non le Conseil national de la jeunesse populaire. La preuve, c'est qu'il y a tous les problèmes possibles avec Adungawa. Et le premier président, on sait que quand il a failli, il a voulu s'affranchir. On sait Abdelrazak, je crois. Abdelrazak, on sait ce qui lui est arrivé. Pour dire, et vous allez voir comment est-ce que je viens pour répondre à votre question. On a vendu la chèvre en gardant la corde. On a pensé libérer la jeunesse. Qu'elle s'organise à travers elle-même et par elle-même. Pourtant, on l'a retenu. Et bien, il vient dire que le fait que le ministre vient chercher quoi dans une organisation de jeunes? C'est le ministre de la Jeunesse. Le ministre, s'il vous plaît, justement, c'est pour ça que je parle de la chèvre en gardant la corde. Hein? C'est la jeunesse d'État. Et forcément, le fait que le regard administratif du ministère est pesant sur la jeunesse, sur le Conseil national de la jeunesse, ça fait que cette jeunesse ne peut pas s'affranchir. Cette jeunesse ne peut faire que... C'est pour ça qu'aujourd'hui, le président qui a été sorti de la déchéance, il se promène partout avec la décision de M. Bidou. Il m'a rétabli. Et quelqu'un vient de dire que M. Bidou, qui a quand même été... quand même, on l'a vu au niveau de l'INJS, on l'a vu manœuvrer, n'est-ce pas, au niveau du ministère des Sports. Il a eu un bilan assez important. Et le jeu, le directeur du centre de la jeunesse. Et puis, on sait qu'à un moment donné, quand la Coupe du Cameroun était encore une belle fête, c'était M. Bidou. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment il n'a pas... Il n'est pas allé au fond des choses pour voir cette jeunesse, la comprendre, la cerner. Et maintenant, pour revenir à votre question, nous avons des jeunes qui réussissent. Nous avons le cas, quoi qu'on dise, Alamine Ousmane Mey, ministre des Finances, il y a des gens qui le créditent d'un certain nombre de choses. Oui. Il y a Christophe Miozok qui fait des grandes choses au palais de Congrès. Aujourd'hui, le palais de Congrès devient attrayant. Il est aussi beau, il est à fréquenter, il est fréquentable parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent réussir. Et je ne suis pas totalement d'accord avec le professeur Messanga Nyamding qui pense que cette jeunesse-là, si cette jeunesse... Cette jeunesse a besoin de modèles. Elle a besoin de modèles. Non, je ne suis pas d'accord sur le fait que lorsqu'elle s'abandonne à la débauche, lorsqu'elle s'abandonne à l'alcool, c'est parce que justement il n'y a pas de modèle qu'on lui présente. Oui, non, je voulais dire que c'est parce que il y a des gens qui ont confisqué tout. Il y a des adultes, il y a des octogénaires, il y a la gérontocratie. C'est approprié tout. Monsieur Messanga Nyamdi, vous êtes dans ce pays, vous n'avez pas atteint 55 ans, vous êtes encore un jeune. Pourquoi est-ce qu'on ne vous verrait pas ministre de la jeunesse? Pourquoi? Moi, je pense que, justement, il faut le dire, cette jeunesse, ça est abandonnée à elle-même. Si sa trajectoire va à volo, c'est parce que, justement, il y a des gens qui ont penser qu'il faut continuer à l'infantiliser parce qu'elle n'est pas jeune jusqu'à 55 ans. Et c'est pour ça que je dis, pour chuter, si cette jeunesse a les problèmes qu'elle a, ce n'est pas tant parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de compétences. Le Conseil national de la jeunesse est une jeunesse qui est policée, modélée à l'image de ce que l'État veut faire de cette jeunesse-là. Mais en dehors de celle-là, il y a des jeunes qui se battent au marché central. Il y a des jeunes qui se battent à gauche, à droite, dans tous les secteurs d'activité pour chercher le train quotidien. Il y a une jeunesse qui a fini ses études au niveau de la diaspora, qui ne rêve que de venir au Cameroun servir leur pays. Ils sont médecins, ils sont ingénieurs, ils sont architectes, mais ils ne peuvent pas venir parce que la gérontocratie s'est approprié le pays et ils n'ont aucune chance. S'il n'y a pas d'alternance, cette jeunesse-là qui est capable de bonnes réalisations et de bonnes choses ne viendra pas, elle,
va continuer à s'abandonner dans l'alcool. Voilà, c'est bien dommage. Souley, c'est bien dommage. Hélas aussi, ce sera votre dernière prise de parole sur la question. Jean-Baptiste, vous apportez une ou deux précisions. Je voulais simplement dire que ce qui peut nous unir autour de cette question, c'est que nous sommes manifestement unanimes, que les problèmes de jeunes se posent avec acuité et il va falloir les régler. Donc, tant que ces problèmes ne seront pas réglés, je pense que la mission du gouvernement ne sera pas terminée. Ça, au moins, on peut être d'accord. Tout comme on peut être d'accord en respectant les propos des uns et des autres, notamment de M. Boyomo, qui a pris, semble-t-il, le contre-pied de ce que j'ai dit. Mais je suis venu ici ce matin, d'abord pour donner un certain nombre d'informations. La première, c'est que autour de cette affaire, il y a eu des irrégularités qui ont été constatées. Et ces irrégularités-là, dans la convocation de l'Assemblée générale, ont été retenues par une commission mise sur pied pour examiner la crise. Ça, c'est la première information. Ça dit qu'il y a eu une commission qui a examiné la crise et a remarqué qu'il y a un certain nombre d'irrégularités qui ont conduit monsieur le ministre à prendre donc la décision. Ça veut dire qu'il n'a pas décidé de lui-même de prendre la décision. Et tout à l'heure, nous avons été d'accord, d'ailleurs le professeur a mis un point d'honneur là-dessus, lorsqu'il a rappelé à Souley que monsieur le ministre de la Jeunesse, comprenez que je ne parle pas de l'individu parce que ici l'individu ne m'importe peu. Je parle d'un ministre en fonction. Il est la tutelle de cet organe. Ça veut dire quoi? Ensuite, ça ne peut rien dire. Non, mais quand vous m'interpellez, ça ne veut rien dire la tutelle. Une organisation. Souley. Attention, les jeunes nous regardent. Voilà. Les jeunes veulent des modèles. Alors écoutons-le. Ensuite, à l'origine de la création du Conseil national de la jeunesse, on a cru mettre en place cette structure pour être l'interface entre le gouvernement et la jeunesse. Allez lire les statuts. J'ai dit que pour poser les problèmes de jeunes, et je suis d'avis maintenant avec Souley, dans sa chute, qu'à la vérité, le Conseil national de la jeunesse aujourd'hui est embrigadé. Embrigadé parce que tous les jeunes ne se reconnaissent pas forcément dans ce conseil. Moi, je reviens de la partie septentrionale du pays. Je vous dis que j'ai rencontré des jeunes là-bas qui ne connaissent même pas qu'est-ce qu'on appelle le Conseil national de la jeunesse, mais qui ont des problèmes, des jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, sur ce plateau, si on ne peut pas le dire avec emphase, que les jeunes ont des sérieux problèmes et il va falloir les régler. Pas forcément dans le cadre d'un conseil qu'on peut dissoudre du jour au lendemain. Mais il faut également être d'accord que si le gouvernement a pris sur lui d'aider à la mise en place de cette affaire, le gouvernement peut décider également de mettre fin à cette affaire une fois pour toutes. Et puis sur la subvention qui fait jaser beaucoup de personnes. D'ailleurs, on a transféré l'argent selon nos informations seulement en décembre 2014 dans le compte du Conseil national de la jeunesse. Les 30 millions en question. Ce qui est déjà d'ailleurs dérisoire. Mais écoutez, moi je suis le premier, c'est dérisoire. 30 millions, je n'ai pas été fort en calcul à l'école. Mais si vous faites simplement, les gars se disent, gérons les 30 millions comme dans une épicerie. C'est-à-dire qu'on nous donne les 30 millions et on dispose de le partage aux différentes régions. Nous avons 10 régions. Combien de régions en auront? Est-ce que cet argent peut même arriver à l'arrondissement? Donc c'est dérisoire. Jean-Baptiste. Ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que si on reproche un quelconque détournement, nous sommes dans un pays de droit. L'article 184 du Code pénal, n'est-ce pas, pénalise justement, n'est-ce pas, les détournements. Porter plainte. Il s'agit de tourment de deniers publics. Jean-Marc Afesti Mbafor, dont le président du Conseil national de la jeunesse, accusé de mauvaise gestion, a donc été exclu au cours d'une assemblée générale extraordinaire, jugée d'après le ministère de la jeunesse d'illégal. Dès lors, le Conseil a donc éclaté en deux et la tutelle essaye de rétablir à travers les décisions que Jean-Baptiste Biaye nous a lu l'ordre au sein de ce Conseil national de la jeunesse. Enquête de ce imbroglio avec le regard croisé de trois parties mises en cause impliquées, à savoir le ministère de la jeunesse, les deux camps qui se battent pour le contrôle de ce Conseil, le président déchu, le président par intérim de la partie dissidente et la tutelle. Voici le reportage de la semaine qui porte la griffe d'Arnon Gueffa. 19 septembre 2015.
Comme un séisme en préparation, une assemblée générale extraordinaire du Conseil national de la jeunesse fait ses classes à Yaoundé. Une trentaine de membres autour de la table, les cœurs lourds, les esprits chargés de questionnements et de problèmes internes à régler. C'est une évaluation à mi-parcours, des questions de discipline à l'interne, des questions de relations avec la tutelle, des relations avec les partenaires, qui sont des sujets pour moi très normaux. Le président locuteur et maître des séances statutaires, en fait, est le centre des préoccupations disciplinaires. Parmi les accusations, il y en a la non-organisation d'une assemblée générale ordinaire. Entre autres, il y a les nominations abusives des responsables qui se substituent au bureau, aux membres du bureau exécutif, etc. Une assemblée générale extraordinaire, bouillonnante, qui débouche avec une résolution des plus extrêmes, l'exclusion du président national. La défensive alors se constitue avec l'argument essentiel de non-légalité de l'Assemblée générale extraordinaire productrice de la pilule amère du président. Premier axe argumentaire, l'initiative et la convocation entachée d'irrégularité. Le non-respect du quorum des 2/3 des membres pouvant initier l'Assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 13 alinéa 2 des statuts, soit 42 membres sur 63 membres. Le non-respect de la forme, vice de forme, de la convocation sur la personne devant approuver l'initiative de convocation de l'Assemblée générale extraordinaire, conformément à l'article 16 alinéa 2 du règlement intérieur, et usurpation du titre de la personne habilitée à convoquer la dite assemblée. L'autre partie trouve le quorum atteint sur la base de 3 membres par région et non 5 comme le clament le président et le ministère de la jeunesse. Je pense que le quorum est atteint. L'Assemblée générale composant 43 membres, 33 présents, je pense que le quorum est atteint. Cette question de forme, au cours des travaux de cette Assemblée générale extraordinaire, avait une réponse toute contraire du même intervenant. Et les statuts du Conseil national de la jeunesse disent que le président convoque l'Assemblée générale et les 2/3 ou le ministre de la jeunesse peuvent initier une assemblée générale. Donc je pense que là, nous sommes en conformité des textes et des statuts du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. La suspension en fait ici était loin de l'imagination. On comprend qu'un lion attaqué se sert de ses longues dents. Dans l'interrogation de test, le président supposé déchu évoque l'article 12 et 16 des statuts. L'article 16 et 12 également du règlement intérieur. Réaction du ministre de la Jeunesse en qualité de tutelle de cet organe consultatif de l'État. Un communiqué déclarant nul et de nul effet la décision prise au cours de cette Assemblée générale extraordinaire. Au niveau de la tutelle, nous pensons qu'il serait bon que les jeunes se ressaisissent et qu'ils essayent, autant que faire se peut, non seulement de lire les textes qui régissent leur organisation, mais également qu'ils comprennent qu'ils peuvent, de l'intérieur, régler certains problèmes. Comment comprendre l'illégalité d'une réunion au cours de laquelle le ministre était lui-même représenté? Mais nous nous sommes dit que la présence des jeunes venant de partout pouvait créer, à déboucher sur une situation incontrôlable. C'est pour ça que le ministre a demandé qu'on aille s'assurer que tout se passe sans heurts. Les journaux n'ont pas raté le scoop avec le ministre dans leur ligne de mire. On voit alors, comme à pas qui aiguise les appétits, cette convention d'un montant de près de 250 millions signée entre le Conseil national de la jeunesse et le ministère de l'économie pour un projet baptisé les Académies de l'émergence. Un Conseil national disloqué, les dissidents ont désigné un président national par intérim et le déchu est resté conforté au non-effet émis par la tutelle. Cette tutelle elle-même engagée dans une réconciliation à tue-tête. Nous avons, à la suite, la tutelle, à la suite de cette décision, a voulu les remettre ensemble, a convoqué une réunion au cours de laquelle il était question d'entendre les deux parties pour voir comment amener les uns et les autres à admettre que c'est des choses qui peuvent arriver au sein d'un groupe et que malgré cela on devrait poursuivre
la gestion de la structure. Mais malheureusement, le groupe qui a initié l'Assemblée générale extraordinaire a estimé qu'elle n'avait pas grand-chose à nous communiquer. Et elle a claqué la porte. Le président, au cours d'un point de presse, finalement, comme Jésus, tend la main et appelle ses camarades à retourner à la maison malgré la trahison. Le feuilleton semble encore long. Énième épisode, beaucoup de suspense. Ce plateau, après le reportage de la semaine, je crois, qui est déjà arrivé à son terme. On prend maintenant la deuxième thématique consacrée aux attentats suicides, l'enlisement dans l'extrême nord du pays. Professeur, une dizaine d'attaques kamikazes qui se sont soldées par près de 5 morts dans la région de l'extrême nord. Est-ce qu'on peut dire que la situation sécuritaire est devenue incontrôlable dans cette partie du pays? Alors, sans publicité, je suis en train d'achever un ouvrage intitulé Les problèmes de sécurité en Afrique. Alors, moi, je voudrais dire que ces problèmes sont de 3 ordres. D'abord, il y a eu à l'époque ce qu'on appelle la gouvernance. Vous allez voir qu'entre 1960 et 2010, il y a eu 450 coups d'État et tentatives de coups d'État sur le continent africain. Ceux qui nous regardent peuvent prendre une carte. Vous allez voir que jusqu'en 2010, 80% des régimes politiques africains étaient militaires, au motif que la gouvernance ne marche pas. Ramenez à notre sous-région CEMAC, vous verrez que tous les voisins du Cameroun, à un moment donné, entre 60 et 2010, ont été sous l'auspice des régimes militaires. Le Congo, Centrafrique, Nigeria, Tchad, etc. Ça veut dire que sur ce premier point, la sécurité était essentiellement liée à la gouvernance. À cela s'ajoute le deuxième point, le grand banditisme, la manifestation des personnes frustrées. Et là, vous allez voir que l'Afrique est également le berceau de toutes les grandes rébellions dans le monde, entre 60 et 70, c'est sur l'Amérique latine. Aujourd'hui, vous allez voir qu'aucun pays n'a échappé à cela. Observez tout simplement autour de nous, au Tchad, il y a eu rébellion, Congo, République centrafricaine, aller plus loin, Côte d'Ivoire, et je peux m'arrêter seulement là, sinon on n'en terminera pas. Alors, à partir de cet instant, je reviens donc sur le troisième point qui est celui de la sécurité au nord. Je suis bien content d'avoir en face de moi aujourd'hui Souley Onoyolo, c'est vrai qu'il est un compagnon d'analyse et qui a aussi des points de vue qui ne laissent personne indifférent. Je suis de ceux qui pensent que si Boko Haram a existé, est une réalité devenue aujourd'hui de plus en plus. Moi, je suis étonné de voir qu'au Cameroun et ailleurs, on parle encore de Boko Haram, alors qu'on parle d'État islamique, ex-Boko Haram. Il faut le dire, nous devons suivre le rythme de l'État moderne. C'est plus Boko Haram. Mais vous verrez que, puisqu'ils ont fait allégeance à l'État islamique, mais appelons-les ainsi. Mais je constate une chose, modestement, la main sur le cœur, en tant que politologue, Boko Haram ne revendique pas tous ces attentats. Je vous fais remarquer ça techniquement. On nous a opposé à un moment donné la thèse du complot qui tombait du ciel, qui ne venait pas de cela. Je continue à penser avec un certain nombre de déterminants et d'indicateurs que j'ai d'ailleurs produit dans mon ouvrage sans publicité. J'ai d'ailleurs offert à tous les copanélistes cet ouvrage. À la page 52, j'attire l'attention sur le fait qu'au Cameroun, au-delà de l'intention, je dis, manifeste d'un ralliement avec le fondamentalisme islamique, il s'agit d'un complot, d'une tentative de déstabilisation. Il s'agit d'une rébellion qui se manifeste à l'est, qui se manifeste au nord et qui a ses ramifications dans l'État camerounais. Et je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas. Alors maintenant, je suis vraiment là, je m'arrête là-dessus. Si on prend cet élément en compte, parce qu'il s'agit d'abord de cela, eh bien, vous allez voir et vous aurez davantage la preuve qu'on peut éradiquer ce type de choses. Il faut saluer notre armée. Il faut saluer les Camerounais parce que je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas l'État à lui tout seul, comme certains l'ont toujours imaginé, à travers les décrets, les arrêtés, les décisions, que seul l'État est puissant. Mais le peuple camerounais vient d'apporter la preuve qu'il est mature
Parce qu'à vrai dire, c'est lui qui assiste aujourd'hui l'État dans ses missions régaliennes. Georges-Alain Boyomo, justement, pour aller dans le même sens que le professeur Charlemagne Messanga Yamdine, jusqu'ici, Boko Haram n'a pas revendiqué d'attentat au Cameroun. Est-ce que cela ne peut pas s'aimer une confusion dans les esprits? Permettez que, vu les circonstances, que je me déclare incompétent pour entretenir une telle polémique, que Boko Haram revendique. Non, c'est pas une polémique, retirez ça, analyse. Alors, c'est une analyse, il n'y a pas de polémique. On a encore droit d'analyser en géopolitique, en géostratégie. Alors, je vais poursuivre avec l'assentiment du professeur. Oui. Vraiment, on n'a pas besoin de couper le cheveu en quatre pour constater que c'est le mode opératoire de Boko Haram qui est à l'œuvre au Cameroun. Je profite pour adresser mes condoléances. Parce que le sujet est grave, il faut quand même le dire. Pendant que nous parlons avec aisance dans ce studio, il y a des populations qui n'arrivent plus à sortir de la maison, du côté de Kerawa, du côté de Marwa, de Moura, c'est pertinent. Que je connais bien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut cette union sacrée, il faut que on minimise nos clivages, que ce soit du point de vue de l'analyse, comme le professeur le fait, que ce soit du point de vue idéologique, que ce soit du point de vue partisan, pour faire bloc derrière notre armée, derrière nos forces de défense et de sécurité, parce que la situation est grave. Vous avez bien vu que du côté du Tchad, ces attentats suicides ne sont plus légion, mais c'est au Cameroun, certainement, à cause des frontières qui sont... expliquer cela au Tchad? Il n'y a plus, justement... Il y a quand même un problème de porosité des frontières, vous savez. On ne peut pas mettre un gendarme à chaque centimètre au niveau des frontières ou un policier. C'est assez difficile, et il faut bien dire que, étant donné que Boko Haram a changé de mode opératoire, et peut-être c'est là où il faut également galvaniser nos troupes, il faut qu'on comprenne rapidement comment faire face à cette menace qui est maintenant véritablement asymétrique. Et c'est là où nous devons tous faire chorus, nous devons évoluer en ordre serré derrière l'armée, derrière les populations également, parce que à travers les dénonciations, on voit bien que on a vu l'action du comité de vigilance, par exemple, du côté du Mayo Saba qui a porté des fruits. Vous imaginez la famille de ce policier qui, en usant de son détecteur à métaux, a été explosé comme la chair à canon. Moi, une fois de plus, je crois que nous devons considérer que c'est Boko Haram, même si c'est l'État islamique ou autre chose, nous n'allons pas... Et même si ce sont des forces endogènes. Voilà, même si ce sont des forces endogènes. Appelons-les Boko Haram internes. Voilà, et que ce soit... Encore qu'on ne doit pas, à mon sens, épouser bêtement la terminologie occidentale. C'est pas parce qu'ils ont dit État islamique, de toute façon, il s'agit d'une nébuleuse qui s'appelle Boko Haram, qui s'appelle Organisation de l'État islamique, qui s'appelle peut-être, pour adhérer à la thèse conspirationniste, qui s'appelle peut-être des forces endogènes, comme vous le dites, parce qu'il y a quand même comme tout un président de l'Assemblée nationale a dit que Boko Haram est parmi nous. Donc, je pense que l'heure est plutôt à la mobilisation qu'à autre chose. Alors, Christian Balame Congo, une dizaine d'attaques sur le territoire camerounais, environ une dizaine déjouées par nos forces de défense et de sécurité. Est-ce que les attentats suicides peuvent être considérés comme un défi lancé à la force multinationale mixte dont le secteur numéro 1 est basé du côté de Moura? Forcément, lorsqu'on pense à un tel moment, on se fixe des objectifs. On se donne des moyens. Et ici, pour ce qui est de ce phénomène, du moins Boko Haram, qui a fait effectivement allégeance à l'État islamique, on sait très bien aussi que, au-delà des rançons qui sont importantes, qui constituent du moins des fruits de recettes pour mieux alimenter leur dispositif, il existe aussi d'autres soutiens, notamment dans la partie Golfe Persique, parce que ça aussi, il faut pas l'occulter. Donc, mais il faut, de mon point de vue, faire une analyse à la fois verticale et transversale. Sur le plan vertical, il est clair que la porosité de nos frontières aussi ne nous aide pas beaucoup. Le déficit de développement aussi, parce que lorsque vous regardez à peu près l'état routier partant d'une frontière, d'un point précis à un autre point, c'est pas du tout évident, malgré du moins la sagacité, malgré la témérité, malgré la bonne abnégation de nos forces de sécurité et de défense, à un moment donné, surtout le matériel qui se retrouve aujourd'hui ne peut être adapté même à la conjoncture qui est ici sur le terrain. Donc il y a autant d'éléments, autant de facteurs. Mais c'est aussi le lieu pour nous de ne pas davantage attiser une certaine psychose, parce qu'effectivement, regardez les incidences sur le plan économique, cette partie septentrionale, notamment
nous avons un grand voisin, le Nigeria, avec qui nous entretenons des rapports commerciaux, du moins qualitatifs. Mais aujourd'hui, il y a une incidence claire au niveau même de la balance commerciale. Donc, il faille davantage rassurer toutes ces populations, il faille davantage rassurer toutes nos forces de sécurité et défense, et surtout trouver les moyens congrus et mettre un dispositif en place de manière véritablement à mieux atténuer, ou du moins cette spirale. Parce que de plus en plus, on se rend compte que le mode opératoire a changé. On passe même, on parlait tout à l'heure des jeunes. Aujourd'hui, l'école qui devait être le creuset de l'ascenseur social se retrouve aujourd'hui complètement en déperdition. N'est plus cet instrument par lequel le jeune doit pouvoir se retrouver, mais on retrouve ce jeune-là complètement inféodé, complètement instrumentalisé, à perpétrer aussi ce type de coup. Parce que les derniers attentats qui ont eu lieu du côté de Kerawa, on s'est rendu compte que la moyenne d'âge partait entre 7 ans et 10 ans. Or, c'est la frêle, du moins c'est la tendre fleur, c'est à ce moment qu'on se retrouve effectivement, ou du moins on est censé se retrouver à l'école. Donc, voyez que c'est un problème pluridimensionnel qui va véritablement prendre avec tous les aspects, toutes les composantes, pour ne pas davantage louper le coaching, parce que véritablement c'est une grosse menace. Et de plus en plus, on se rend compte que c'est pas du tout évident de pouvoir circonscrire et d'atteindre, du moins de le réduire de manière totale. Ah, vous allez peut-être comprendre pourquoi je pose cette question à ce chef traditionnel qui est sur ce plateau, oui. Du côté de Tchekos pour être tout à fait précis. La population est mobilisée dans la lutte contre Boko Haram. En témoigne justement l'action des comités de vigilance. On a vu également les Diaoro, qui sont des chefs de quartier dans la partie septentrionale du pays, et des Lamido. Comment vous appréciez cette organisation pour faire face à cette nébuleuse? Je crois qu'en ce moment-ci où le Cameroun est agressé par l'ennemi, il n'y a pas de moyen de trop, il n'y a pas de stratégie de trop pour combattre cet ennemi qui est Boko Haram. Sauf qu'il est exactement aussi difficile maintenant que l'ennemi verse dans la lâcheté, utilise, n'est-ce pas, des moyens de ruse qui relèvent de la barbarie humaine. Il est difficile de cerner cela. On a beau, au niveau de tous les enclaves que vous avez cités, s'organiser, mais c'est extrêmement difficile. Et c'est extrêmement difficile d'autant que le dernier attentat, par exemple, il y a une des jeunes filles qui avait le maillot de Lions Indomptables. Alors, on a parlé de la porosité des frontières. Il faut intégrer, n'est-ce pas, la proximité, les traits de ressemblance entre ces populations. Il est difficile aujourd'hui de savoir d'où vient-il, comment vient-il. Et il faut, ça peut apparaître banal, interroger le trafic d'enfants. Un enfant de 7 ans, je ne suis pas très sûr qu'il est sorti de ses parents pour aller là-bas. Ça doit être un enfant qu'on a pris dans la couveuse. Ça peut être des enfants qu'on a récupérés à gauche, à droite, soit au Nigeria, soit au Tchad. Que les gars utilisent, c'est-à-dire l'ennemi utilise maintenant par lâcheté comme la chair à bombe. Donc c'est extrêmement important pour cela. C'est pour ça qu'il n'y a que l'espièglerie qui peut permettre, n'est-ce pas, qu'on arrive, n'est-ce pas, à dominer la ruse de l'adversaire. Par rapport à cela, je pense que nos forces de défense, qu'il faut déjà applaudir. Moi, je suis d'accord de ce qu'ils font un travail incroyable de l'autre côté-là, et remarquable. Mais il faut aujourd'hui peut-être qu'ils intègrent un ensemble de stratégies de défense. Parce que lorsqu'on est face à un ennemi qui de plus en plus ne monte pas la tête et il monte seulement les jambes, à travers ce genre d'actes, c'est difficile de cerner. Et maintenant, Bouba, je pense aussi que les chefs font beaucoup de choses. Il dit, ils font beaucoup de choses. Si aujourd'hui, de moins en moins, certaines choses sont circonscrites, c'est peut-être parce qu'il y a l'adhésion populaire, l'adhésion de tous. En même temps qu'on applaudit cela, il faut que les mécanismes de guerre, il faut que les instruments, et il faut que ces chefs aussi, ou alors dans ces enclaves-là où on réfléchit, qu'il y ait des moyens de financement. Je ne suis pas très sûr qu'ils reçoivent le financement qu'il faut. Parce que dans l'effort de guerre qui est cotisé, il faut bien qu'on envoie une partie au niveau de ces personnes-là. Ils ne vont pas, parce qu'il y a des gens qui risquent leur vie. Parce qu'ils sont en train de désamorcer un complot ou bien de faire telle chose. Mais demain, après-demain, on va venir le zigouiller. Cet inspecteur de police aujourd'hui, c'est bien beau, mais demain, on l'aura oublié.
est-ce que des choses sont faites pour encourager les uns et les autres qui vont se livrer à ce genre d'exercice à aller de bonne foi? Donc c'est important de dire l'argent, je dis bien, je vais finir par là. Je ne sais pas pourquoi quand je parle de l'argent, vous le dites. Je dis cet effort de guerre, vous interrogez un chef, M. Boyomo, vous savez ce que ça veut dire. Donc il faut de plus en plus repartir vers des destinations précises, n'est-ce pas, cet effort de guerre qui est collecté de telle sorte que les uns et les autres aient un engagement manifeste pour ces actes de bravoure, car pour vaincre cet ennemi, il faut bien des gens braves. 10 secondes d'abord. Il faut saluer l'acte du président qui a récompensé à titre posthume le policier qui est mort brutalement du côté de Kolfata. Mais comme Soulé le dit, il faut également récompenser les chefs qui font bien leur travail. Il faut accorder même des primes à ces chefs-là et que ce soit su. Parce qu'en communiquant, ça permet que la démarche fasse tache d'huile. Mais autre chose que Soulé souligne qui est également très important, c'est la rémunération des hommes qui sont au front. Il ne faut pas que l'argent et autres restent à un certain niveau et que ça n'arrive pas au niveau de la troupe. Au niveau de la troupe. Et je salue l'appel du ministre de la Défense dans ce sens. Il faut bien que cet argent-là arrive aux destinataires. Voilà. Alors justement, parlant de ces destinataires, vous avez dit le policier qui a été récompensé à titre posthume, je crois officier. Élevé officier de deuxième grade. Deuxième grade, c'est un élément important et motivant. Et sur le terrain, Jean-Baptiste Biaye, on a des forces de première catégorie, de seconde catégorie et même de troisième catégorie. Mais le problème, justement, c'est au niveau même des moyens mis à leur disposition pour pouvoir faire face à cette nébuleuse. On a suivi la sortie médiatique du ministre de la Défense cette semaine qui disait que le président aura la main lourde contre ces chefs qui détournent les moyens destinés à ces éléments qui sont sur le terrain. D'abord, M. Bouba, le sujet est sérieux. Le sujet est sérieux, le contexte est particulier et grave à la fois. Et c'est pour cela que dans le précédent sujet, en réalité, on voulait nous distraire. On veut distraire la jeunesse camerounaise. Dans 2 jours exactement, le gouvernement de la République, par le président de la République lui-même, a désigné le Premier ministre, chef du gouvernement, pour présider une grande campagne de sensibilisation de la jeunesse. Ceux qui ont perdu aujourd'hui le lourd tribut, et on annonce pas moins de 10 communications. Je ne suis pas le porte-parole de quoi que ce soit, mais je voudrais remarquer avec vous que le sujet intéresse le ministre de la Jeunesse avec votre permission. Avec votre permission. Laissez-le poursuivre son argumentaire, je vous en prie. Je constate avec vous que ceux qui ont... vous nous avez amené aussi dans un magasin, chez Léonard et un peu partout. Laissez-le poursuivre. Je remarque avec vous, et je crois que la diversion continue même sur ce plateau. Je remarque avec vous que ceux qui ont payé jusqu'ici le lourd tribut de la guerre contre Boko Haram, incontestablement, ce sont les jeunes. Monsieur Mbalamekongo vient de dire là que les enfants vont de 10 à... Mais ce sont les jeunes. Et même les soldats Donc, sont je crois jeunes. que c'est un moment interpellatif de la jeunesse de prendre conscience de ce que nous devons rester vigilants. Nous devons rester soudés derrière nos forces de défense. Nous devons rester pour le combat noble qui est celui des forces de l'ennemi, en quelque sorte. Je pense que l'éducation occupe une place de choix dans cette affaire. Je crois que le meilleur combat, c'est celui-là. Parce que tous, nous ne pouvons pas porter les armes. Mais nos armes, nous tous, auprès de ceux qui ont les armes conventionnelles, c'est d'apporter le renseignement nécessaire, n'est-ce pas, au combat contre Boko Haram. Voilà. Maintenant, vous avez dit la non-assistance, je paraphrase, mais je voudrais faire mienne les déclarations du ministre de la Défense également, mais aussi du secrétaire d'État à la gendarmerie, qui ont menacé, pour ainsi dire, ceux qui se rendraient coupables de la mauvaise gestion de ce qu'il est convenu d'appeler l'effort de guerre en direction non seulement de nos forces de défense, mais des populations locales. Parce que s'il est établi qu'il y a un quelconque détournement de ces fonds de guerre, je crois que personne, mais alors personne, ne fera de cadeau à ces potentiels détourneurs de fonds. Je crois que le message doit être clair. Les gens ont saigné jusqu'au tréfonds. J'ai vu des enfants d'une école qui sont allés chercher des bouteilles d'eau
pour que les forces de défense puissent les consommer. Et lorsque, à ce niveau-là, c'est symbolique, mais c'est parlant. Alors, parce qu'il faut continuer à supporter ces forces de défense dans la guerre contre Boko Haram. Parce qu'à la vérité, aujourd'hui, le nouveau mot dépuratoire, c'est les kamikazes. Mais ce sont curieusement les enfants qui portent encore les bombes qui se font exploser. Mais je crois que je termine très rapidement là-dessus. On a parlé de ce policier et de la bravoure de ce policier. Je crois que je suis d'avis avec M. Boyomo tout à l'heure. Vous voyez qu'on peut se rassembler lorsque le sujet est d'intérêt national et républicain. Donc, de ce point de vue, moi j'ai, en faisant également un clin d'œil à M. Soulé tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne pouvait pas simplement se limiter à donner un grade supérieur à cet officier qui est mort les armes à la main. Mais il faut une promotion de policier baptisé au nom de cet enfant. Parce qu'à la vérité, pour qu'on garde le nom de ce monsieur qui a péri, qui a perdu de son sang, comme tous les autres qui perdent de leur sang, monsieur, il ne faut pas qu'on perde ça de vue et que leur sang, que les sentent que tout le sang de ceux qui sont tombés, on en a fait encore une levée de corps au quartier général cette semaine, le sang de tous nos compatriotes qui tombent, les gens doivent être conscients que ce sang-là ne sera pas gratuit. Alors, professeur, on sort par là avec vous. Enfin, je trouve la parole. Oui, pour l'effort des guerres. Oui, pour l'encouragement de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. Mais non sur ceux qui veulent s'en mettre plein les poches, parce que dans cette histoire, il y en a qui profitent sur le dos des pauvres. Vous voulez dire les dos, les dos ou sur le dos? Justement. Les dos, ils profitent pour s'en mettre plein les poches. Je crois que c'est quand même une attitude à condamner. Oui, vous savez, M. Babouga, j'ai eu beaucoup de sourires parce que j'écoutais certains copadélistes. Il faut respecter leur point de vue. Mais vous savez, dans des pays où on est beaucoup plus avancé et sérieux, ce n'est pas le cas au Cameroun aujourd'hui, il faut se poser une question centrale. À qui profite le crime? Vous savez ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de tergiverser, d'analyser les choses sur les conséquences. À qui profite le crime? Moi, je pose la question en tant que politologue. Alors, je vais vous dire. Vous avez des gens tapis dans l'ombre qui veulent que le président Paul Biya n'atteigne pas ses objectifs. Vous avez des gens qui mentent au président. 33 ans qu'il est là. Hein. Permettez-moi. Vous avez des gens. Non, mais attendez. Alors, monsieur Soulé, je ne suis pas votre élève. C'est promis. Vous dites que vous n'allez pas admettre que vous êtes professeur. C'est votre problème. La courtoisie, la jeunesse vous regarde, Soulé. Monsieur Biya atteint ses objectifs. La jeunesse vous regarde, faites attention. Si vous coupez quand on passe sur un plateau, elle dira que vous n'êtes pas un modèle. D'accord. On est d'accord, Soulé? Alors la jeunesse vous regarde, alors retenez-vous par moment. Voilà, c'est ça. J'attire dans son attention à qui profite des crimes. Vous avez des individus, par leur mode de gouvernance, par leur pratique aux affaires, qui ont criminalisé l'État. Criminaliser l'État par la justice, qui n'est pas toujours ce qu'on croit, je vais dire toujours bonne, criminaliser l'État parce qu'ils font le contraire des recommandations du président de la République, criminaliser l'État parce qu'aujourd'hui, ces individus sont postés dans des postes, permettez-moi de ce pléonasme, des décisions, alors qu'ils ne sont plus légitimes. Vous savez, en période de guerre, on revalorise la légitimité. Valoriser la légitimité, c'est d'abord créer un autre type de rapport entre l'État et la société civile. Vous voyez, M. Bikoko, s'il se lève et mène une réflexion sur la démocratie, on doit l'écouter. Et mettre en face des interlocuteurs comme nous, c'est-à-dire nous, du pouvoir, du RDPC, pour lui dire, voilà votre perception, voilà la nôtre. Quand vous frustrez, ça entretient l'insécurité. Et valoriser aussi un autre type de rapport entre les gouvernants et les gouvernés. Vous avez des têtes hideuses, je vous assure, hideuses, que les Camerounais ne veulent plus voir. Nous avons un double succès. J'analyse une seconde. Qui maintient cette tête hideuse? Ceux qui mentent au président de la République, mais pourquoi le président ne les sanctionne pas? Qui est un légaliste et qui s'appuie sur un certain type de collaborateurs pour prendre des décisions. Ça se passe comme ça. Je termine. Je vais terminer quand même aussi. Alors, à partir de là,
je pense que si nous continuons à tergiverser sur et puis on a fait ceci, et puis on n'a pas fait cela, et puis on n'a pas lutté, je crois que notre État a davantage besoin de renforcer sa légitimité en ouvrant l'assiette démocratique, en donnant beaucoup plus de liberté, en permettant aussi aux jeunes qui aujourd'hui sont frustrés, parce que j'ai peur de dire que ce sont des forces endogènes aussi frustrées qui entretiennent cela. Et je pense que l'idée n'est pas de voir seulement pourquoi on pose des bombes, l'idée aussi de comprendre est-ce qu'on doit arrêter ces bombes et quels sont les moyens qu'on devrait utiliser. En une minute, on passe rapidement pour répondre. Il partagera mon avis, puisqu'il a dit. S'il vous plaît, le tableau noir que peint le professeur Charles Messanga Yamning, je le partage. Mais j'ai un problème de fond. Si on a identifié ceux à qui profite le crime, qui laisse prospérer le crime? Il faut qu'on se pose la question. C'est lui qui maintient. Est-ce que c'est lui qui maintient la gérontocratie, qui maintient ce genre de choses n'est pas, n'est-ce pas, à convoquer au tribunal de l'histoire? Vous ne pouvez pas aujourd'hui penser qu'il y a des gens qui posent des barricades, ou alors des arnaqueurs de conscience, qui interdisent que monsieur, ou alors qui font barrière à ce que monsieur Biya atteigne ses objectifs. Ça fait 33 professeur, s'il vous plaît. Ça fait l'imposture de demain, de lundi. Que peut faire le président Biya? La jeunesse vous regarde. Professeur, la jeunesse vous regarde. Professeur, vous n'allez pas faire pour que demain un roi Bokassa ne soit pas couronné à la La jeunesse vous regarde également. La jeunesse vous regarde. Alors, Souley, vous chutez. Souley, vous chutez, s'il vous plaît, très rapidement. Je suis un démocrate. Je suis d'accord que la jeunesse nous regarde. Maintenant, je pense qu'elle nous regarde. 10 secondes. Elle nous regarde. 10 secondes, Souley. Je voudrais dire qu'il est souhaitable pour M. Biya, n'est-ce pas, de balayer dans sa cour. Il est question ajouter le président Biya. S'il vous plaît. C'est plus élégant. Souley, s'il vous plaît. Allez-y, poursuivez. Je ne sais pas. Pourquoi vous me posez ça? Je parle de monsieur Biya. S'il vous plaît. Ça, c'est le bruitage, ce que vous faites. Mais je voudrais quand même dire qu'on ne peut pas penser que monsieur Biya n'est pas au courant de quoi que ce soit. Aujourd'hui, il est devenu presque un roi. La preuve, c'est que monsieur Biya vient de dire qu'il a instruit le Premier ministre à faire des symposiums, à faire des communications lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Merci. Pourquoi ne peut-il pas sortir un temps soit peu pour que dans l'organisation des 10 communications, qu'il en fasse une et que ce soit la communication préface pour permettre aux autres d'aller dans le même sens. Donc, s'il vous plaît, M. Biya doit être en mesure de descendre de ce piédestal, de sortir de son... Plus vous donner la parole au troisième. Il est pris en otage par un peu de discipline sur ce plateau. Sur la question à qui profite le crime, je parle sur le contrôle de Messanga Yamning. Vous savez qu'en période de guerre, il y a des politologues qui pensent qu'on ne change pas le chef de guerre. Il y a une union sacrée qui fait que les principaux problèmes, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan de l'agenda politique, sont minorés par rapport à ce qui se passe dans le Grand Nord. Alors, repensez bien à votre réponse sur à qui profite la guerre dans l'extrême Nord. Pas uniquement à ces gens qui détournent de l'argent. Et je ne vais pas continuer, mais on s'est compris. Voilà, ok, on passe rapidement à la troisième thématique consacrée à la FECAFOOT, l'élection du président de la FECAFOOT. Tant attendu, ce sera pour demain. Et du coup, il y a déjà des requêtes du côté de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. L'élection, d'après la sortie médiatique d'hier du président du comité de normalisation, le professeur ONA, l'élection aura bel et bien lieu. Alors, je commence par vous, Christian Bala Mekongo. Est-ce que demain, on aura droit à une élection où les choses vont se passer normalement, ou alors on peut s'attendre encore à du grabuge demain à l'Assemblée générale? Je pense, de mon point de vue, que nous sommes là. Vous savez, il y a le professeur Ebenezer Ndiomolé dans un best-seller qui parlait de la médiocrité à l'excellence. Nous avons mis beaucoup d'espoir au moment où le comité de normalisation est arrivé, surtout notamment pour ceux qui incarnaient sa charge et ceux qui se retrouvaient à être à sa tête. Mais 26 mois plus tard,
c'est plus de déception et à un moment donné, on manque même de trouver des qualificatifs. Parce que là, s'il advenait un temps soit peu, et ça c'est mon souhait, que le président du comité de normalisation et toute sa suite partent, ils auront laissé un football plus divisé, plus meurtri, plus déconstruit qu'ils ne l'ont trouvé au départ. Parce que ce qui va se passer demain, de mon point de vue, ne semble pas arranger le devenir et l'avenir du football de demain. Parce qu'au même moment où on va, soi-disant, vers l'aboutissement d'un processus, vous avez encore, du moins, d'autres recours qui sont de nature, qui sont pas à invalider l'ensemble de ce processus. Alors vous parlez du recours de Madame l'honorable Bandé qui a eu gain de cause à la Chambre de conciliation. Et qui est un indicateur sérieux. Parce que quel impact ce recours peut avoir sur le processus électoral? Déjà, un impact au niveau de la crédibilité. Parce que ce recours, il faut d'abord le rappeler que ce recours a été conduit par la commission interne, le secrétariat technique des élections, mis en place par le comité de normalisation. Et ce recours a prospéré devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage, qui a non seulement disqualifié la liste conduite par Sieur Issoufou et réhabilité la liste conduite par M. Baninga, dans laquelle compétissait l'honorable Brigitte Mébandé. Et vous avez encore un autre recours qui est pendant, qui, celui-là, de mon point de vue, sera de nature effectivement à dépersonnaliser de manière juridique l'ensemble de l'Assemblée générale. C'est-à-dire que vous avez le délibéré de jeudi prochain, du 1er octobre, du moins introduit par le président de l'Étoile filante de Garoua, en la personne du président Abdourahmane Amadou, sur le processus d'adoption des projets de statut au sein des ligues départementales et régionales. Advenons un temps soit peu que ce verdict soit en faveur du président de l'Étoile filante, que l'ensemble de l'Assemblée générale qui va élire, qui est supposé élire demain, sera disqualifié. Le bureau exécutif sera littéralement disqualifié. Alors, conséquence à qui? Lorsqu'on sait que à la suite d'une interview, ou du moins d'une préoccupation d'un journaliste, le président du comité de normalisation a répondu en ces termes que lui, il ne se reconnaissait pas dans la décision rendue par la Chambre de conciliation et d'arbitrage et que demain, quoi qu'il en soit, il y aura un processus électoral. Donc, voyez-vous, je crois qu'il n'y a pas meilleure caricature, il n'y a pas meilleur dessin pour illustrer la déception, l'escroquerie intellectuelle qui a été du moins servi par ces derniers. Donc, je ne voudrais pas faire insulte à la science, mais je crois qu'au-delà des attributs, il faut de l'expression de son attribut. Jean-Baptiste Biaye, finalement, le consensus, il a servi à quoi? Il a volé en éclats? Je voudrais dire, M. Bouba, que nous avons perdu du temps dans cette affaire. Énormément de temps, inutilement, et des tonnes d'énergie. Et pourquoi? Pour si peu. Vous voyez, à la fin, là, on sent que M. Tombi et M. Atta vont compétir demain. Et lorsque vous mettez les deux sur le plateau, vous voyez qu'un est déjà président. Un est président. Je crois que si on n'a pas le courage de le dire, c'est qu'on n'est pas sérieux. Maintenant, vous sortez des vieilles affaires de mes bandés, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais vraiment, je ne sais pas. Elles ne sont pas vieilles. Non, ce sont des vieilles affaires. C'est une affaire récente. Je voudrais d'abord dire que, je voudrais dire que le cas Abdourahmane Amadou est renvoyé au 1er octobre. Pour délibérer. Pour délibérer. Les élections, c'est demain. Donc il faut d'abord oublier Abdourahmane un temps. C'est ça. Non. Bon. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas misogyne. Mais je ne crois pas qu'en l'état actuel des choses, une femme peut diriger la FECAFO. Pourquoi pas? J'ai dit que je ne suis pas misogyne. Pourquoi pas? J'ai dit que je ne suis pas misogyne. Pourquoi ne dites pas ça? On n'a pas... Avec votre père. C'est vrai. Avec votre père. Madame, qui est une femme. Parce que Biaye est mon ami, je vais lui dire ça. Il n'y a pas de Les femmes nous regardent, Biaye aussi. J'ai dit que je ne suis pas misogyne. Je respecte les femmes. Avec votre Madame Brigitte Mébandé n'est pas n'importe qui. Avec Conseil supérieur de la magistrature. Oui, mais lorsque vous regardez, lorsque vous regardez l'histoire des fédérations sportives nationales dans les pays. Non, comptez-moi le nombre de femmes qui sont à la tête des fédérations. S'il vous plaît. Non, soyons sérieux. Je respecte Madame Mébandé. Je respecte Madame Mébandé, qui est une femme de poing, Moi, ça me choque, qui est une femme politique d'Akabi. Mais je dis
une fois de plus, et je maintiens ce que j'ai dit. En l'état actuel des choses, une femme ne peut pas diriger la Fédération camerounaise de football. Professeur Messanga Yamdine, quand on regarde cela sur la question du consensus, on a comme l'impression qu'il y a eu beaucoup de non-dits dans ce consensus. Chacun utilise le nom du chef de l'État pour dire que c'est le chef de l'État. C'est pourquoi j'ai parlé des menteurs de la République. Les menteurs de la République. Les menteurs de la République sont encore à la FECAFOOT. Ils sont là, les grands loups. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Là encore, Soulé m'intéresse dans ces... il faut voir, vous voyez, Soulé, le président de la République, qui ne veut pas faire une ingérence aux affaires de la FECAFOOT, mais parce qu'il entend quand même de loin, par Jérôme Valk, que la FECAFOOT et le Cameroun risquent d'être suspendus. Il recommande, il instruit que les partis se remettent ensemble et trouvent un consensus. Les menteurs de la République vont dire aux partis que non, le président de la République a dit que la majorité c'est 11 membres, la minorité, le camp minoritaire c'est 7 membres. Que pouvait faire le président Paul Biya qui a mandaté des gens, des plénipotentiaires? Alors vous voyez que dans cette affaire, le consensus recherché était que tous se disent oui, on y va, mais en respectant la règle du jeu. Là encore, la règle du jeu a été violée par ceux qui, à n'importe quel prix et par tous les moyens, même si 2 fois ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder à la FECAFOOT, disent on ira quand même à la FECAFOOT parce que nous sommes les plus forts, les plus beaux, les plus courageux. Mais malheureusement, les faits sont là. Est-ce que ce n'est pas les mêmes qu'on prend pour recommencer? Mais c'est ce qu'on fait, et c'est ce que je déplore. Il y a des menteurs de la République qui ont activé, qui ont joué leur rôle, leur partition, appelons ça élégamment ainsi. Et puis de côté, il y a les entêtés de la République, convaincus qu'effectivement, ils sont les plus forts, ils peuvent se mettre au-dessus de l'État. Et ce sont les entêtés de la République qui gagneront demain. Parce que tout simplement, ils se disent que le pouvoir est faible. Oui, c'est vrai, vous avez beaucoup nous disent ici que on a coupé l'eau, qu'est-ce que le président a fait? Vous avez raison, rien. Les bandits sont allés ont confisqué notre compagnie des eaux. Bon, qu'est-ce que le président a fait? Rien. Nous sommes allés au double scrutin, c'est ce qu'ils nous disent. Et alors, pourquoi votre président ne nomme pas les ministres tant que nous sommes là? Nous sommes là. Alors, vous voyez qu'il y a un embrasement au point où aujourd'hui le football camerounais est pris en otage par des gens qui vont nous dire un jour ce qu'ils préparent. Pour terminer, je suis là-dessus, je vous promets. On ne peut pas comprendre que, malgré l'absence de consensus, des gens continuent à dire que ce que nous allons vivre demain sera l'élection. Vous savez pour combien de jours? Moi, j'ai peur de vous dire que ce sera une couronne d'une semaine, voire de 3 mois. Parce que quoi que l'on fasse et quoi que l'on dise, je suis convaincu que la légalité triomphera. Georges-Alain. Oui, vraiment, certainement, je vais décevoir beaucoup autour de ce plateau. À mon humble avis, je pense qu'il faut laisser l'élection se dérouler. Si elle va se dérouler, l'élection aura lieu. Elle aura lieu. Et même s'il y a des choses qui sont invalidées, il faut souhaiter qu'il y ait élection. Il faut souhaiter qu'il y ait élection. Tout Pourquoi? à fait. Parce que ces multiples renvois-là profitent à qui? Au comité de normalisation. Comité de normalisation oui. Qui est traité avec tous les noms d'oiseaux et autres, et qui gagne manifestement beaucoup d'argent là-bas. À ce que je sache. Donc, laissons cette élection se tenir. Essayons de sous-peser les enjeux. Alain ne peut pas me retrouver une seconde. Alain, pour abonder dans votre sens, l'avantage de l'élection de demain, c'est qu'au moins le comité de normalisation va foutre le camp. Voilà, ils vont foutre le camp. Et au moins, on aura une FECAFOOT qui va régler ces problèmes. Et si on les suspend, on va partir sur de nouvelles bases. Sans ce FECAFOOT de Jérôme Valk et de ses blatteurs. Vous m'avez totalement compris. Je pense qu'il faut donc laisser. Vous êtes intelligent. En sous-pesant les enjeux. Il vaut mieux laisser l'équipe de Tombi Aroko, puis c'est elle qui va gagner. Et je signale que, en dépit de consonance en termes de nom, je ne connais M. Tombi Aroko ni d'Adam ni d'Ève. Moi aussi. Donc, je pense simplement. Moi, je l'appelle le roi Bokassa. Il y a plein de députés. Dans sa liste, on ne voit que Tombi Aroko. On voit. Il y a beaucoup de députés. Il y a même le représentant de Transparency International. Charles International qui est dans cette liste. Charles Nguini qui critique chaque jour l'État. Il faut laisser cette équipe gagner certainement et travailler parce que les enjeux qui se profilent à l'horizon sont plus importants. Je pense à la CAN 2016, je pense à la CAN 2019, mais je signale une fois de plus que je ne suis en campagne pour aucune liste. Mais le réalisme commente, le réalisme mène au bon sens.
commande de dire que vraiment, laissons cette équipe gagner et on verra, le basson sera jugé au pied du mur. Alors, Souley, on va dire tout ça pour rien, parce qu'on a tourné. 2 ans. 2 ans. Non, je ne pense pas que, s'il vous plaît, je ne pense pas que tout ça c'est pour rien. Je crois que le gagnant de demain aura cette fois-là une victoire bien méritée, parce que ça sera un challenge. Parce que, s'il vous plaît, si vous voulez répondre à ma question, voilà un message qui souvent pour le laissez Souley. Souley, allez-y. Allez-y, vous nous intéressez. Je parle d'un challenge. Je pense que M. Messanga Nyamding, c'est qu'en parlant d'élections fausses ou truquées, on ne parle pas de l'accord dans la maison d'un pendu. Combien de fois on a contesté l'élection de M. Biya, mais il est toujours au pouvoir. C'est pour dire que... Non, je suis à la FECAFO, justement, je fais une digression. Ne répondez pas. Il avait des vrais adversaires. Il avait des vrais adversaires. J'ai dit... Kawala n'est pas ami à M. Biya, mais il était candidat. Non, mais je vais vous répondre autant. Il avait des vrais adversaires. Je dis encore... Vous pouvez laisser... Je dis encore, ceux qui ont mon âge. Il y a 30 ans, j'ai lu en classe de première une œuvre d'Émile Zola, Germinal. À Germinal, il y avait un personnage qui s'appelait Souvarine, qui était un nihiliste, un anarchiste, qui estimait en paradant dans les cafés qu'il faut tout détruire. Il poussera un monde meilleur. À côté, il y a Étienne Lantier, qui était dans les mines avec les autres ouvriers et il pensait qu'on peut changer un certain nombre de choses. Il ne faut pas penser que on pouvait achever le processus de normalisation tel qu'il était parti avec 0 casse. Il faut l'admettre. De toutes les façons. Là, nous sommes d'accord. Si déjà, au sein d'une même famille, au soir d'une élection, on pense qu'il y a eu trucage, combien de fois ici? Je pense que Tombi Aroko, que je peux présenter dans le rôle d'Étienne Lantier, a été amené à faire les accords, même les plus suicidaires. Parce que souvenez-vous, il a fait des deals même les plus suicidaires, parce qu'on retrouve dans sa liste des gens qui peuvent justement provoquer sa déchéance. Mais il a accepté. Et je voudrais dire, M. Bouba, pour terminer, ça, je le dis avec beaucoup de fermeté. Les gens n'ont pas compris que dès qu'on a brandi la question de la suspension du Cameroun, les amis de M. Tombi, Jérôme Val, M. Biya a dit à tous ses collaborateurs qui se regardaient en chien de faïence ou alors qui étaient opposés que la récréation est terminée. Et il a dit, M. Messanga Nyamdi peut le confirmer, je veux le consensus. Tout à fait. Le consensus. Il y en a qui, bien malins, comme les Soumbéyenga, les Sani Alak et bien d'autres, qui sont allés vers le consensus. Mais le naïf, malheureusement, c'est Abdourahmane. C'est vous. Parce que vous n'allez pas monopoliser la parole. Abdourahmane, c'est pourquoi il a refusé. Et c'est sur quoi il compte. C'est sur quoi il compte d'ailleurs. Je crois que c'est ça. C'est l'avenir qui nous dira si oui ou non il a eu tort. C'est l'ami d'hier qui aujourd'hui se retrouve Tombi Aroko, c'est l'ami d'hier également. Sur cette question, justement, il y a une menace dans la partie septentrionale du pays où les délégués contestent la légitimité d'un sénateur. D'après eux, ils ne se reconnaissent pas en lui. Est-ce que Tombi n'aura pas pactisé avec des diables qui pourront le bouffer plus tard? Il faut avoir le courage de au moins d'éventrer. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que le comité de normalisation en partant va nous laisser une fédération plus divisée qu'elle ne l'a trouvée. Parce qu'effectivement, ce qui se trame derrière cette histoire, c'est que, vous savez bien, c'est un secret de polichinelle que l'actuel secrétaire général, candidat demain, a du moins fait l'objet d'une information judiciaire au tribunal criminel spécial et qu'il est à la disposition, du moins de son juge d'instruction. Donc à tout moment, il peut, je dis bien il peut, advenir qu'il soit du moins privé de sa liberté. Et alors, son premier vice-président serait... Donc, vous avez la premier vice-président serait donc un pôle politique. Il y a donc une construction perfide. Il y a une construction perfide qui est alimentée pour, du moins qui est alimentée pour aboutir à ce type de scénario.
Est-ce que si ce cas se présenterait aujourd'hui, est-ce que cela serait davantage de nature à fédérer ou du moins à mieux construire notre football? Je n'en ai pas trop le sentiment. Monsieur Malak, c'est la raison pour laquelle il va falloir se montrer extrêmement lucide. Moi je dis, par rapport à tout, du moins les recours qui sont aujourd'hui pendants, il serait extrêmement, du moins, mal appuyé que de ce que le football camerounais sortirait de l'ornière. Malgré les enjeux, Jean-Baptiste, je suis d'accord, mais ces enjeux-là aussi ont besoin d'une stabilité réelle, ont besoin de mains véritablement expertes, ont besoin de mains véritablement expertes pour mieux conduire ces échéances-là. Parce que au-delà du cas de la Ligue régionale de l'Est, je vous évoquais du moins le délibéré de jeudi qui sera un délibéré extrêmement déterminant parce qu'il est de nature à invalider, à disqualifier l'ensemble de l'Assemblée générale. Et je vous rappelle encore la Ligue départementale du Dialogue aussi qui entre en scène le 29. Donc je vous relance ce processus à ce moment-là. Il est l'expression manuelle de ce qu'on a tout fait sauf une normalisation. Je vais relancer sur le processus. Pourquoi est-ce que le cas Aliou Maladi pose problème dans la partie septentrionale du pays? Bouba, le consensus devait se faire autour de l'objectivité, de mon point de vue. Et j'ai le sentiment que ce consensus ne s'est pas construit autour de l'objectivité, ni autour de l'éthique, mais plutôt autour de quelques intérêts, égoïstes. Parce qu'aujourd'hui, le sénateur qui pose problème, c'est parce qu'effectivement, on lui comptait d'une certaine légitimité de la base. Et on ramène aussi les divisions d'hier. Parce que les uns et les autres n'ont pas suffisamment vidé la bille. Parce que le sénateur, aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, a été pendant 10 ans trésorier à la Fédération camerounaise de football. Donc, c'est pour dire tout simplement que les uns et les autres n'ont pas su faire prévaloir aussi, du moins les valeurs olympiques telles que le fair play. Parce que, de mon point de vue, si on a le football comme étant l'élément de conjugaison pour lequel on voudrait véritablement construire, on devrait aussi s'élever et aller au-delà. C'est trippé. Non, je voudrais dire, M. Bouba, vous le constaterez dans ma voix qui est apaisante autour de cette élection, parce qu'on risque d'assister demain à une élection plutôt apaisée à la FECAFOOT. Enfin apaisée à la FECAFOOT. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec M. Mbalavé Congo qui est venu sur ce plateau vendre la peur aux Camerounais. Non, ne le jugez pas. Avec votre permission, je respecte vos points de vue. Je respecte vos points de vue. Mais il ne vendait pas la peur. Il ne vend pas la peur. Nous sommes civilisés. Je suis d'accord avec vous, Bouba. Je voudrais dire, M. Bouba, si vous m'avez invité ici, vous devez être également mon avocat sur ce plateau. Je le suis. Très bien. Et donc, vous me permettez de parler et d'exprimer ce que je pense. Je voudrais dire qu'une élection à la FECAFOOT, comme dans n'importe quelle autre fédération, n'est pas une élection nationale. Une fois qu'on a désigné un délégué à cette élection, il porte la voix. Donc, dire que M. Aliou Maladi n'est pas accepté par les siens là-bas, ce ne sont pas les siens qui viendront voter demain, mais le délégué. Donc il porte une voix. Donc vraiment, il faut qu'on soit clair. Ce sont les délégués qui vont voter demain. Il faut que ça soit clair. Je voudrais, avec votre permission également, ainsi que celle de copanélistes, notamment du professeur Messanga, dire que M. Tombi Aroko, quoi qu'il en soit, a présenté une liste qui fait quand même un certain nombre de consensus. Et M. Soule a dit à son corps défendant pratiquement tout à l'heure que M. Tombi a même pactisé avec les pires ennemis d'hier. Tenez, dans la liste de M. Tombi Aroko, je ne parle pas de Koualuk, de Ngini Charles, qui sont des yaïstes, des Batamak. Mais vous voyez le retour de Mayebi là-dedans. Vous voyez le retour de Wembe Samuel. Et son Francis. Mais vous avez également l'entrée en force de Njita Focho qui était dans les Lions. Non, quelle est la liste qui peut être mieux présentée que Si nous sommes d'accord sur une chose, c'est que ce qui se passe à la FECAFOOT est anormal. C'est une mafia comme on en trouve ailleurs. Mais je vous dis que pour démanteler une mafia, ce n'est pas en quelques années. Vous voyez ce qui se passe à la FIFA avec Blatter et Platini, Falk et tout le reste. Vous voyez bien que Platini qui voulait sortir de la mafia, il ne sera plus si propre que ça. Et sa candidature d'ailleurs compromise.
sa victoire est compromise s'il est toujours candidat. Donc, je pense qu'il faut laisser cette équipe gérer là. On retrouve vraiment des renards et des poules dans le même panier. Mais je pense que l'objectif, et je dis encore, il faut sous-peser les enjeux, qu'on aille au moins jusqu'à cette canne, à ces différentes cannes, et qu'on redore au boison et de notre équipe nationale et des clubs, parce qu'on a toujours tendance à ne pas penser aux clubs. Ok, Souley, 30 secondes pour vous. Non, Souley, et puis on va terminer par vous pour ça. Au moment où nous sortons de ce plateau, que l'élection d'un président de la FECAFOOT est une banale histoire qui nous a préoccupés pendant presque 2 ans. Et il n'y a rien. Si le président est élu demain, ça ne sera pas la fin de la guerre contre Boko Haram. Nos enfants ne seront pas dans des classes bien outillées. Il n'y aura pas de route goudronnées à Tchékos. Donc je voudrais dire que... non, ça c'est... Je voudrais dire que c'est une histoire dont il faut facilement, rapidement oublier. Et maintenant, je souhaite tout au moins qu'on accorde, n'est-ce pas, la présomption de doute à cette équipe, de telle sorte que demain ou après-demain, qu'on commence vraiment à jouer au football sur le terrain. Alors, professeur, on termine par vous. Il y aura élection, certes, demain, mais c'est quoi la suite le lendemain? On est loin d'être sorti de l'auberge. Vraiment, en 30 secondes, on n'a plus beaucoup de temps. Je suis entier et court. Il y aura une mauvaise élection, pour une seule raison. Le consensus, c'est de la base au sommet. Tout à fait. Ce que vous ne savez pas. Je voudrais vous dire, d'ailleurs, je ne trahis aucun secret. On n'a pas beaucoup de temps. Ne développez plus, professeur. Je peux vous dire que moi, j'ai eu le sénateur et j'ai eu beaucoup d'autres que vous ne savez pas. Je suis un médiateur secret. Je peux vous assurer que, et je vous le dis en face, qu'à un moment donné, le camp de M. Tombi a refusé le vrai consensus. Et il y a eu trucage. Prenez le cas de M. Selima, qui va être là. Mais il est élu par qui? Prenez le cas d'un certain individu que je ne vais pas citer parce qu'il me dégoûte. Il est dans le littoral. Et il a un problème de 65 millions en arrière. Vous voulez parler de Batama? Je ne cite personne, moi. Donc c'est vous dire que quand on parle de consensus, vous vous comportez comme si les autres se sont ralliés à M. Tombi. Mais moi, je peux vous poser la question, pourquoi M. Tombi ne s'est rallié pas aux autres? Pourquoi lui ne ferait pas des concessions? Donc vous voyez que vous avez tout faux. Et je continue à vous dire, qui vivra verra. Merci, cher monsieur. Merci d'être venu. En tout cas, il y aura bel et bien élection à la FECAFOOT demain. La FECAFOOT connaîtra enfin... Non, dites bien qu'il y aura couronnement. D'accord. Il y aura élection. La nuit apparaîtra. D'accord, merci de m'aider à conclure cette émission. Souley et les autres, il y aura bel et bien élection demain à la Fédération camerounaise de football. Enfin, le président sera connu, mais pour combien de temps encore? Là se trouve la question. Cher monsieur, merci Souley, merci merci à vous Alain, Georges Alain, merci également vous Messanga Yandi, merci également Souley. Je vous prie vivement de repartir voir votre cousine qui n'est pas très loin pour pouvoir encore retrouver une ou deux autres choses. Madame, monsieur, merci pour votre aimable attention. La rediffusion de ce programme, c'est demain quand il sera à 23h. Quant à moi, je vous retrouve dimanche. Bien le bonjour.